Salut l'équipe, comme chaque semaine, c'est le débrief de The Last Dance, la série dédiée à Michael Jordan et cette dernière saison 97-98. Et comme toujours, avec moi, une équipe qui pourrait largement battre les 72 victoires sur une saison de National 3, évidemment. Contrairement à son idole, il ne reste pas assis sur le banc pour bouder. Nico Batum est bien évidemment, comme toujours, avec nous. Ça va, Nico? Ouais, beau. Est-ce que tu as eu mal au cœur un petit peu quand tu as vu ton Scottie Pippen faire cette énorme faute de goût de rester sur le banc? Euh, ouais, non, bof. Ouais, il y a eu quand Ça, même ça a fait pleurer dans les chaumières, hein, quand même. ouais, apparemment, je ne connaissais pas cette histoire d'ailleurs. Ouais, bah oui. Mais ouais, bon, c'est un mauvais passage. C'était mon Steve Kerr quand on s'entraînait ensemble. Le problème, c'est que je n'étais pas du tout sur Michael Jordan. On est quand même resté bien potes. Ça va, Thomas? Oui, c'est vrai que tu sais que cette phase-là, j'ai pensé à toi. Je me suis dit, c'est tellement du R1 ça de péter les plombs contre des mecs et tellement les gars sont à bout, ils sont capables de lui décocher une patate. C'est exactement ça. J'étais sûr que tu allais penser à moi. C'est clair. Il y, en Incroyable. a, il y en a un autre à qui on peut penser aussi dans cette équipe. Il a pris une petite retraite la semaine dernière et hier, il a juste envoyé un petit fax pour nous dire qu'il était de retour. Serge Brown is back. What's up, my man? Salut les mecs, I'm back avec toujours le même micro, mais je suis là. Écoute, pour l'instant, après 3 phrases, ça a l'air de bien se passer. Les gars, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur ces 2 nouveaux épisodes. Nous, pour l'instant, on est vraiment dithyrambique. Steph, toi, tu avais un petit peu de mal. Tu avais fait un petit reproche sur la chronologie des fois qui était un petit peu compliquée. Tu t'es régalé sur ces 2 épisodes? Oh, ouais, je me suis régalé, même si le reproche tient toujours. On bascule un peu dans toutes les périodes, donc il faut vraiment être focus. Un peu comme dans Usual Suspect, gros, si t'es pas concentré, gros, tu perds un peu le fil de l'histoire. Mais non, je me suis régalé, bien sûr. Ce matin, je me suis réveillé 8h45, excité comme un enfant qui allait à l'école. Alors, il y avait à la fois le déconfinement, mais surtout pour regarder les 2 épisodes. Sinon, il y a Dora l'exploratrice, hein, tu peux regarder, ça ne demande pas trop de concentration, gros. Je les ai vus. Je connais beaucoup avec mon fils. Je les ai vus, les Dora l'exploratrice. En ce moment, sur Canal, il y a Ibiza aussi avec Christian Clavier, qui est une énorme merde. Au moins, Après, il y a 2 versions de Dora l'exploratrice. Moi, je connais les 2. Je ne sais pas si tu connais les 2. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une petite allusion en pornographique. Allez, suivant. Une pensée à tous les pères qui regardent nos débriefs avec leurs enfants, évidemment. Tom et Nico, vous, c'est toujours la grande régalade. Toujours, ouais, bah, c'est un kiff, hein. Franchement, c'est bien. Et ça m'a fait mal hier soir quand j'ai regardé ça, parce qu'ils ont dit, ouais, demain pour le dernier week-end. Je dis, putain, c'est déjà la fin, quoi. Ouais, c'est déjà la fin. Et Moi, je c'est te dur. rejoins. Moi, je prends énormément de plaisir. Je vois parfois sur Twitter certains qui ne sont pas contents du traitement ou de la timeline, ou enfin, en tout cas, quelles que soient les raisons du mécontentement. Moi, je peux te dire que je prends énormément de plaisir à revoir des images que j'ai déjà vues 1000 fois. J'ai aucun problème à revoir des images de Michael Jordan. Ce n'est que Michael Jordan. Les clips de Michael Jackson, j'ai déjà vu plein de fois. Ça ne me dérangerait pas de les revoir. C'est la même chose. Et je découvre aussi à la fois des histoires, le truc de Scottie Pippen, et puis les histoires dans les histoires, parce qu'on connaît les stats, on connaît tout ça, mais de revivre ces moments-là avec l'impression de Jojo notamment et des gens autour, moi je prends franchement beaucoup de plaisir. Ouais, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu avant d'enregistrer. On se disait que finalement, ces retours en arrière, moi, j'aime bien, parce que c'est certains critiques, moi, j'aime bien parce qu'en fait, on comprend les différentes périodes de sa carrière qui l'amènent à être le monstre qu'il est en 97-98. Et je trouve que tout ce qu'il fait sur cette dernière saison, ça se comprend avec ce qu'il a vécu quand il dit que les mecs arrivent en disant on joue aux Bulls mais qu'ils n'ont rien gagné. Je fais non, mais attends, les Bulls avant que j'arrive, c'était une équipe de merde. Bon, et en ça, moi, je trouve que c'est très intéressant de revenir un petit peu sur comment il s'est construit. D'ailleurs, on rentre directement dans le vif du sujet. On commence tout de suite avec l'après-titre 93. On s'était arrêté là-dessus la semaine dernière. L'après-titre 93, on avait dit la semaine dernière qu'on le sentait lessivé, fatigué. C'est ce qui va se confirmer dans les jours d'après. Et surtout, on attaque tout de suite avec ce côté terrible de la vie de Michael Jordan. Jordan, c'est la disparition de son père. C'est la disparition de son père qui va énormément le marquer. Et ça, alors j'ai appris ça aussi, qu'il était très proche de son père. Je ne pensais pas qu'il l'était à ce point-là. Il parle de lui comme un ami, hein. C'est Mhm. vrai que moi aussi, je l'apprends. Alors, pour ceux peut-être qui ont lu des biographies détaillées de Jojo, sont sûrement au courant. On sait que James Jordan était très présent parce que tu le vois, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui célèbrent les titres, les premiers moments de titre avec leur père. Tu vois parfois des mamans, tu vois, mises en avant. Là, pour la fête des mères hier aux États-Unis, la NBA a ressorti, tu sais, ces moments de MVP en conférence de presse où les mères sont mis en avant. Mais les pères, c'est assez rare qu'ils soient mis en avant. Et La plupart sont pas là.
la plupart ne sont pas là. Iverson, Durant et tout. Non, absolument, mais C'est tu as tout à fait raison. Donc là, pour le coup, tu as un père présent, mais un père présent dans les grands moments de célébration de titre, ce qui est un peu plus rare. Et ces deux épisodes sont, tu vois, il y a une espèce de de l'émotion qui est très mise en avant. Tu vois, au début, par la musique, évidemment par cet événement incroyable. Moi, je savais pas qu'ils avaient mis 3 semaines à retrouver le corps, par exemple. Ça m'a mis, tu sais, j'étais tellement dans un état horrible, et pourtant, on connaît à peu près l'histoire, quoi. Non, Les mais gars, vous avez une c'est réaction clair. sur ça? Bah non, c'est clair. Je pense qu'en plus, c'est cette histoire-là. Parce qu'on voit beaucoup de choses, comme quoi les gens qui connaissent pas seulement l'histoire du 1993, c'est que ouais, il a arrêté le basket, là, il a quit, il a abandonné le basket. Non, la raison. Et ok, il était fatigué, il n'était pas sûr, mais je pense, j'ai dit la semaine dernière, sans ça, je pense qu'il aurait continué quand même à jouer. C'est ça qui l'a fait arrêter. C'est ça qui l'a fait arrêter. On voit toutes les histoires, machin. Je pense que s'il a mis tellement un coup, et il le dit de toute façon, parce que même quand il reprend, il n'est pas bien. Il n'est pas bien, tu vois. Ah, Donc, le premier match, ouais. le premier match, il n'est pas bien. Il est tu sens qu'il est perdu, tu vois. Le premier titre, on va en reparler plus tard, mais voilà, d'après. Mais ça a tellement marqué sa vie, parce qu'au moment où il parle aussi que Jordan, apparemment, au début, il faisait vraiment pas mal de conneries quand il était jeune. Et son père l'a recadré vraiment, voilà, l'a mis dans le droit chemin. Et depuis, c'est eu cette connexion entre eux jusqu'à la fin, quoi. Ce qui a aidé à devenir l'athlète et l'homme qu'il était toute sa carrière. Et après, puisqu'on parle de cette relation père-enfant, j'ai l'impression que James Jordan n'était pas un papa comme on peut. Alors, la comparaison qui me vient, c'est LaVar Ball, le père Ball. On est à des années-lumière de cette relation-là. Il est là, il kiffe en fait. Il kiffe voir son fils performer. Il ne s'immisce pas énormément d'après ce qu'on voit dans le reportage. Peut-être qu'au final, si, mais dans ce qu'on voit dans le reportage, il ne s'immisce pas dans la vie de Michael Jordan. Il ne prend pas part aux décisions. Enfin, il n'est pas omniprésent. Il kiffe. On voit, enfin, il raconte qu'il prend des enfants dans les tribunes pour aller dans le vestiaire parce qu'il sait que son fils est une énorme star. Et il fait kiffer les gens autour de lui. C'est pas un père omniprésent. Il partage. Il est dans le kiff. Il n'est pas là pour gratter, pour être à côté sur les photos. Et dans C'est pas mal de l'impression sports. générale. Ouais, c'est l'impression générale. Et dans pas mal de sports, moi qui suis aussi dans le tennis, et que la relation mère-joueur ou père-joueur est totalement différente de ce qu'on voit avec James Jordan. Et quand on fait la comparaison avec LaVar Ball, on en est loin. Et ce qui est marrant, c'est que tu vois, quand on pense aux parents, on a, c'est une sensation que j'ai comme ça, c'est que la mère est capable de dire à son fils, là d'un point de vue business, hein, là, tu ne devrais pas faire ça. Tu vois, on atteste le moment avec Nike où c'est elle qui dit, il faut que tu y ailles pour écouter ce que Nike a à dire, il faut faire ce rendez-vous-là. Tu n'as pas la même impression avec Jordan, avec le père Jordan, qui a plus un rôle d'écoute, tu vois, ils discutent de plein de choses, que ce soit au téléphone, ils vont jouer au golf ensemble, donc ils ont des moments de proximité intense. Ils sont plus dans la discussion, plus que, effectivement, je te drive, tu fais ci, tu fais ça, à partir du moment où Jordan devient pro. J'ai l'impression Son guide un qu'avec peu, le, hein, de toute façon. j'ai l'impression qu'avec le père Jordan, il n'y a surtout aucune procuration. Ouais, un peu ça. Et c'est très important parce que malheureusement, et tu parlais du tennis, Steph, il y a des exemples catastrophiques de parents qui, et on le voit, mais même à tout petit niveau. Hein. Moi, je me souviens à Marseille au foot, à 7-8 ans, il y a des parents qui sont complètement cinglés. Qui misent sur leur enfant, en fait. Leur enfant est un produit. J'ai l'impression que le père Jordan, James Jordan, il n'y a aucune procuration. C'est son confident. Il est là pour lui dans les bons et les mauvais moments. Quand il joue, quand il va parier en 92, après être mené 2-0 par l'Inx, qui va jouer à Atlantic City, son père, il lui dit « Ok, tu ne veux plus parler, moi, je vais parler à ta place. » Il le protège aussi. Et c'est aussi la première personne à qui il dit « J'en ai marre, j'ai envie de jouer au baseball. » Il lui dit « Mais joue au baseball. » Alors qu'il peut dire « Attends, mec, on est au top, continue, viens, on gratte. » Non, non, il est… Et c'est en ça que je trouve le comportement du père Jordan exemplaire. C'est peut-être une autre génération, c'est peut-être aussi un très bon exemple, ou les deux. Mais c'est qu'il n'y a aucune procuration. Il n'y a pas de « toi, tu vas m'apporter ça ». C'est juste son fils. Et s'il avait s'il avait été un ricain de Pro B, j'ai l'impression qu'il aurait eu le même comportement. Ça me fait penser au père de Amy Winehouse. Enfin, à contrario, tu vois, on parlait des pères catastrophiques à tirer et à faire tomber le jackpot un maximum sur le compte de ses enfants. Le fait C'est là où il a été bon, c'est qu'il a voulu faire passer le bonheur personnel de son fils avant, tu vois. Soit quand tu es un sportif de haut niveau, mais surtout à ce niveau-là, c'est que les gens ont l'impression qu'ils appartiennent aux gens, mais leur bonheur à eux est mis à côté. Le père Jordan, il pouvait dire « Ok, tu es la plus grande star mondiale du moment. » Et c'était le cas en 92-93.
Il dit, si tu n'es pas heureux à faire du baseball, mon gars, va faire du baseball. On s'en fout de ce que pensent les gens. Si ça te rend heureux, fais-le. Les gens ont tendance à oublier ça, parce que le public a tendance à oublier ça, parce que surtout à cette échelle-là, parce qu'ils étaient tellement rêvé, et c'est tellement ouf qu'un mec, tu te dis, veut mettre son bonheur personnel en avant, contrario du basket, quoi. Et le père Jordan, on s'en fout. Si tu veux faire ça, fais-le. Et ça, c'est magnifique. Pour moi, c'est un bel exemple de paternité. Même s'il a dû kiffer quelques moments, il a dû envoyer quand même quelques 25 000 $ sur le 13 rouge à la roulette à Atlantic Il y a City. dû, quand même. il y a Notre dû ami avoir James. 2-3 sorties en strip club bien senties, papa et fils Jojo. Ça, on est d'accord. Oui, c'est sûr. Erwan, est-ce que toi, par rapport à la retraite, est-ce que là, il parle à un moment donné de la possible suspension de la NBA de David Stern pour les histoires de gambling. Là, il balaye complètement cette théorie. Est-ce que toi, quand tu vois cette séquence, tu dis « Ouais, c'est impossible, ils nous disent la vérité, il a pris une retraite de lui-même et pas forcée ». Moi, j'ai l'impression qu'il est à bout. La célébration du titre de 93, quand tu prends tous les titres, les 6 titres qu'il gagne, la célébration de 93, elle est unique en son genre. Il a dans sa tête de dire, déjà en 92, il veut arrêter. Déjà en 92, il confie à un mec, il dit, j'en ai plein le cul. Il fait, mais je veux gagner une 3e fois d'affilée parce que Magic et Bird ne l'ont pas fait. David Stern était un businessman avisé. Quel intérêt il a de dire, ma star, celui qui remplit les salles et qui me fait rapporter autant d'argent à ma ligue et qui en fait un exemple dans le monde, je vais la suspendre de manière secrète. Par contre, vous n'avez pas trouvé ça bizarre que sur cette conférence de presse qui concerne les Bulls, il y a David Stern. Il y a David Stern à la table à cette conférence de presse. Mais parce que c'est Michael Jordan, je me dis. Parce que c'est la star. Ouais, regarde, quand Magic annonce son truc, David Stern, il est là. Ouais. Tu vois, il était dans sa il le lançait enfin, c'était le début des années 90. C'était vraiment une nouvelle décennie, une nouvelle ère. Et là, la NBA n'est globale parce qu'il y a eu la Dream Team entre-temps. Donc, Magic, MJ et après, ça faisait par Shaq et tout. C'était ses stars, c'était ses piliers de son business. Il était là quand Magic annonce son VIH, c'est une terrible nouvelle. C'est terrible. Et il est là. Là, Jordan, ce qu'il annonce, entre guillemets, c'est juste une retraite. Il est là quand même. C'est pas choquant qu'il soit là. C'est un truc qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Hein. Ouais, Parce que tu peux aussi dire que les joueurs aujourd'hui se suffisent à eux-mêmes. Et qu'à l'époque, la NBA est un tout et les joueurs font partie de ce tout. Là, aujourd'hui, tu vois… j'ai pas vu David Stern sur le bateau de Babac quand Babac a annoncé sa retraite. Voilà, par exemple. Non, mais c'est vrai. Après, il y a aussi une réalité, c'est que c'est un truc soudain. Que ce soit l'annonce de la séropositivité de Magic ou la retraite de Jojo, c'est un truc qui n'est pas du tout préparé. Là, quand on pense à Kobe, à Wade, à Dirk, à tous ces gens-là, on sait qu'ils vont prendre leur retraite en fin de carrière. Donc, et d'ailleurs, c'est incroyable, cette scène dans le stade de baseball, là où la rumeur… c'est incroyable. À l'époque, il n'y a pas Internet. Ouais. Il n'y a pas Internet. Et juste la présence de Michael Jordan qui laisse entendre qu'il pourra arrêter, et là, derrière, ça prend… Il a dit ça à un mec, en fait. Il dit ça à un mec, il dit ça à un mec, il dit ça à un mec. Et Jerry Reinsdorf qui convoque Jerry Krause, qu'est-ce qui se passe? Jojo va arrêter. Après, tu vois dans la loge là, des images. Elles sont lourdes, ces images où tu aperçois au fond une petite discussion dans la loge du stade de baseball. Et après, gros, les médias, ils arrêtent tous de parler, la rumeur, c'est incroyable. En fait. Comme aujourd'hui, en fait. Ça faisait très 2020, un truc comme ça. Parce que c'est une news qui se répand si vite, sans téléphone, sans Twitter, sans machin, c'est incroyable. Le soir même, c'était à la télé. Ouais. C'est ouf. Le soir même. Et c'est vrai que de le suivre, tu sais, un peu comme quand il y a une présidentielle, tu suis le président là, dans la voiture, tu essaies d'avoir la petite image. Ça faisait exactement ça avec Jojo qui essaie de se planquer. Chirac en CX. Complètement. C'est exactement ça. Il y a un mec qui a dû recevoir un code 9944 sur son tam-tam ou sur son tatou. Ah bon. C'est clair. Mais attends, par contre, Erwan, tu disais que David Stern n'a aucun intérêt à suspendre Jojo. Sur le papier, c'est une évidence. Mais peut-être qu'il y a des luttes d'influence, des luttes de pouvoir en soum-soum. Peut-être qu'il y a une autre réalité, du chantage, des infos qui ne sont jamais sorties. Après, on n'a pas tous les éléments. Mais ouais, Nico, je suis d'accord avec toi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Tu as des mecs qui se mettaient des rails de coke, tout le monde le savait, ils n'ont pas été suspendus. Tout le monde faisait des gambling, ça dure encore aujourd'hui, j'en suis sûr qu'il y en a. Ça. Tu ne mets pas 18 mois à un mec parce qu'il fait parier au golf, au casino. C'est ça, il n'a pas enterré sa famille vivante. Oui.
Ou alors, il a été contrôlé positif et David Stern a dit écoute, gros, on te met 18 Ouais, mois c'est ce que je dis. et on enterre ça. Parce on parlait de tennis tout à l'heure, il y a la rumeur que Nadal, à un moment donné, a été suspendu, que personne n'a su. Et Il était blessé. Il était blessé. Ouais. Ça reste toujours Disons des que c'est pas rumeurs. impossible. Théorie du complot, on va se fier à ce qu'ils nous disent. Mais je disais juste que sur ce moment-là, où ils balayent complètement l'idée qu'il y ait une suspension, je me suis posé la question, peut-être qu'il y ait une possibilité que, on nous dise pas tout, bon ça c'est sûr, mais que cette théorie puisse exister. Bref. Moi, j'y crois pas. Je crois On n'a pas envie pas. d'y Attends, il est à son prime ultime. En 93, il n'a jamais été aussi fort. Tu as arrêté 31 le mec à ans. ce moment-là. 31 ans. Björn Borg, il a Il arrêté est tôt aussi, c'est là-haut. pareil. Il entre dans ses meilleures années. Limite, on n'a pas vu ça peut-être 93, 94, ça aurait pu être l'ultime saison au niveau de son pic de tout. Ils n'auraient pas gâché ça. Ça aurait été très très con s'ils avaient fait ça. Ça aurait été très triste qu'on ait un peu C'est ça. sûr. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il est en paix avec sa décision. Ah oui, complètement. Et c'est ça surtout, moi, Thomas, qui me fait dire qu'en fait, elle vient de lui, cette décision, par rapport au… Souviens-toi, les épisodes de la semaine dernière, comme on le sent Bien sûr. fatigué, comme il est sollicité. Et je te dis, moi, la célébration de ce titre de 93, elle est significative. Il parle à son père de dire, j'en ai marre, j'ai envie de jouer au baseball, j'ai envie de faire un truc qui me kiffe parce que… Et son père l'encourage là-dedans. Alors peut-être qu'après la disparition de son père, qui lui dit, mais fais ce que tu as envie de faire, l'encourage aussi là-dedans. Moi, je le sens en paix. Quand il joue au baseball, je le sens en paix. Énorme kiff. Je sens qu'il est content de faire ce qu'il fait. Ouais. Et en Ça, c'est ça, vrai. Ça, c'est vrai. et là, tu vois, Et puis, il y a aussi cette phrase où un mec, il démarre par le baseball, Jordan, il a toujours kiffé ce sport, et un mec qui dit, je crois que son père aurait toujours rêvé que Jordan devienne pro au baseball. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette sorte de dire, vas-y, papa est plus là, c'était peut-être Ouais, je son pense rêve aussi, quand j'étais ouais. enfant, C'était sa thérapie. je vais réaliser son rêve. Exactement. C'était sa thérapie, c'est clair et net. Mais Et puis, là- sans qu'il tu te rends compte que le mec, là, je reviens, mais à l'époque, lui et Michael Jackson, c'est sûrement les plus grands noms du monde entier. Il part jouer dans l'Alabama. Il n'y a pas à New York ou à Los Angeles, à Grand. Non, l'Alabama, c'est perdu quand même. Hein. C'est le sud-sud des États-Unis. Là, il est tranquille. Et tu vois dans les images, il est content d'être là. Dans le vestiaire, il est Il content kiffe, d'être là. gros. Il fait des ping-pong, Il a gros. un kiff Bon joueur de total. ping-pong. Il À la fait place du ping-pong dans le ping-pong, ça vestiaire. régale. Ils le disent en plus, limite, il est comme tous les gars. Quoi. Parce que toi, quand il est en mode NBA, tu sens qu'il a une prestance différente. Même lui, la façon dont il se comporte, c'est royal, tu vois. Au baseball, non, c'est juste un gars qui est avec ses gars et qui joue au baseball et qui tape des délires. Ils sont dans le bus entre eux, ils sont contents. C'est tout. Alors, au baseball, il joue en ligue mineure. Ouais. Et moi, j'ai toujours l'image. Alors, il y a cette une de Sport Illustrated où on lui tombe dessus. Et du coup, moi, dans l'imaginaire, j'ai toujours cru que c'était un joueur de baseball kata. Mais en fait, on apprend que il n'était pas si mauvais que ça. Il avait arrêté à 17 ans. Il en avait 31. Forcément, il y a un gap à se remettre. On n'a pas l'impression que c'était un joueur kata. Et même sans la grève, mais il aurait peut-être pu jouer en ligue majeure. Là, pour le coup, c'est. On a tous le souvenir, dans tout ce qu'on a pu lire ou vu dans notre vie, que Michael Jordan était sans dire mauvais, mais pas un bon joueur de baseball. Là, il réhabilite le fait qu'il aurait peut-être pu, à terme, jouer aux White Sox, donc à Chicago. D'ailleurs, avec le propriétaire des Bulls avait aussi les White Sox. Donc, tout était réuni pour qu'un jour, il C'est le même contrat. Hein. Il garde son contrat des Alors, Bulls. voilà, il garde son même contrat. Donc, c'est aussi pour ça qu'il va jouer dans l'Alabama, puisque c'est la deuxième équipe. Donc, il n'a aucun intérêt à partir ailleurs, sur le principe. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il réhabilite de manière un peu gentillette, parce que c'est toujours pareil. Là, ils nous disent qu'il aurait peut-être pu jouer, il n'était pas si mauvais. Mais ça se trouve que c'est du mytho, tout ça. Oui, ça reste quand même un documentaire axé autour de Jordan. Quand tu vas interviewer les mecs, ils vont pas le. J'ai pas l'impression que c'est un documentaire pour le caresser dans le sens du poil, et on va le voir plus tard. Hein. Quand même. D'accord, mais à un moment donné, il a une période catastrophique, gros. Il touche pas la balle, gros. À chaque fois, il se fait. Oui, il y a un moment il se fait sortir, gros. Il y a un mois et demi. 3 lancés, il touche pas la balle, gros. Et un mois et demi dans le baseball, c'est 120 matchs. Hein. Ouais, c'est très long. Après, là où on peut dire que finalement, il avait quelques qualités, c'est qu'il y a quand même un mec qui dit qu'il aurait pu passer pro s'il avait continué. Et c'est un coach réputé apparemment dans la Major League de baseball qui a gagné des titres. Mais après, tu regardes ses stats, quand ils sortent ses stats, j'ai quand même regardé les comparatifs et les gens, en fait, il y a beaucoup de mecs de baseball, d'analyse de baseball qui ont réagi par rapport à ces stats qu'ils ont sortis. C'est des vrais stats quand même, apparemment. Ouais. Moi, j'y connais plus de 20% là. Le baseball, j'ai du mal à le faire, mais c'est vraiment, c'est des vrais stats. Hein. Il y a un moment, ils m'ont perdu. Ils ont dit Ad Pitt, Ouais. machin, là. Je fais Moi, pour le coup, en baseball, je vais pas m'aventurer. Par contre, beaucoup d'images que j'avais rarement vues de Jordan jouer au baseball. J'ai rarement vu autant d'images comme ça. Ça, c'était lourd. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure,
ce qu'on garde en mémoire de ce passage, au-delà du fait qu'il joue au baseball, c'est deux choses. C'est un, la thérapie, le kiff d'être dans un groupe. Il dit, moi, j'étais pas avec ma famille à ce moment-là, j'étais pas dans mon cocon des Bulls, j'étais dans un truc tout à fait ailleurs, et j'ai l'impression qu'il retrouve l'esprit camaraderie des années à UNC, en fait. Tu vois, donc il est vraiment dans un truc où il kiffe. Et la deuxième chose, c'est encore une fois l'acharné de travail. C'est 7 heures du matin. c'est fou de se dire que le gars, il va aller taper des balles à 7 heures du mat et qu'il change sa morphologie. On parle de Michael Jordan. Il change sa morphologie parfaite du basket pour essayer d'être un joueur professionnel de baseball. Moi, je trouve ça complètement hallucinant. Du coup, il y a. J'ai vu l'anecdote, il avait acheté un bus pour toute l'équipe parce que le bus était pourri, il a acheté un bus à $300 000. Un bus couchette pour Un bus pour couchette rentrer avec 6 télé et un VHS. Vrai coéquipier. Un vrai teammate. Ah, vrai teammate. Bon, sa carrière de baseball, elle va s'arrêter un peu puisqu'il y a une grève, il y a un lockout en MLB et ils veulent faire du coup monter les joueurs de ligue mineure pour remplacer les pros. Lui, Jordan refuse. Du coup, il quitte les White Sox. Du coup, il n'a plus rien à faire. Il appelle BJ Armstrong. Je suis I'm in town. Je passe à la salle, on va voir. Et il se retrouve à faire one-one avec BJ Armstrong, à s'entraîner avec les Bulls. Et là, pareil, encore une fois, ça va très très vite. On parle d'un retour de Michael Jordan. Et par contre, ce qui est incroyable, c'est que tu te dis que tu es quand même dans une franchise NBA où ce qui est plutôt structuré, organisé, professionnel, avec des entraînements. Tu as l'impression de te retrouver, pour prendre l'exemple de Erwan, président de Malakoff, à Malakoff où il y a un mec qui dit hey, je peux venir m'entraîner ce soir, tranquille. Toi, Jojo, il vient à l'entraînement alors qu'il n'est même pas partie de l'équipe. Il practice, peinard, il fait des shoots. Comme si toi, tu disais Steph, Erwan, il y a l'entraînement ce soir, j'arrive. Oui, je passe. C'est incroyable. Quand ils rentrent dans la salle, c'est ce qu'ils disent, il y a un truc différent. Dès qu'il rentre dans la salle, le mec, il n'est pas venu pendant un demi, et tout le monde dit qu'il y a un truc différent. The boss is here. Le mal, ouais, ils disent le boss ou the main. The main est là. Il n'y a même pas besoin de dire the main. Toi, il n'est pas censé être là, mais tout le monde a compris qui c'était. Peut-être qu'il y avait une odeur de barreau de chaise dans le vestiaire, parce que apparemment, il se met quand même des bons cigares sur son casier, Jojo Plénard. Il avait un truc dans une tasse. Ouais. Fantastique. Fantastique quand il fume. On aurait dit Fabien Barthez avec Sir Alex Ferguson qui se met une petite Malbac à la mi-temps. Batte de baseball, cigare, pas chaussures pas attachées dans le vestiaire. J'en suis sûr, ça avant un match de playoff, ça. C'est pas. Quand il fume, c'est le lendemain de la défaite. Ouais, il perd au BJ Armstrong met le panier. Ouais. Oui. J'avoue que la batte de baseball, je sais pas ce qu'il fout avec qui est là. Au début, je pensais qu'il faisait des exercices pour s'échauffer pour le poignet, en fait. Ça fait un peu Negan, son truc, tu vois. Ouais. Lucille. Un peu Negan. On va revenir sur son comeback. Donc, c'est le 19 mars 95. Donc, il annonce avec toujours le sens de la formule, I'm back, un petit fax. Il est de retour. Il arrive à Indiana. Donc, il arrive contre Indiana. Très bien. Il n'a pas joué depuis 21 mois. Premier match, 19 points. Mais moi, ça, c'est pas ça qui me gêne. C'est le 7 sur 28. Ah gros, il shoot 28 fois, gros. C'est pour ça que quand il me dit, le mec, il arrive à l'entraînement, tout le monde dit OK, mec, le premier match, et je pense que toi, tu disjoncterais un mec qui n'a pas joué pendant 21 mois, il vient dans ton équipe, il prend 28 tes jeux. Je pense que tu as moyen que tu 7 sur 28. 7 sur 28. Il avance sur 28. Tu dis OK, tranquille. Il a 7 sur 28. Et puis des bricasses. Hein. Il envoie de la bricasse. Incroyable. Avec le numéro 45 aussi, forcément, hyper iconique. Mais c'est vrai que ce retour. Ça a commencé la veille. Dans l'avion, il n'arrive pas à descendre de l'avion. Comment ça? Parce qu'il est stressé. Il arrive à Indiana. Comme c'est son premier match, comme son père n'est pas là, il a limite pas. Je dis qu'il a peur de descendre de l'avion, mais il n'ose pas. Et tu as son assistant, Jeff, qui est toujours là d'ailleurs. Il va le chercher, mais en gros, il lui dit ouais, laisse-moi une minute. Quoi. En gros, il hésite. Quoi. Il ne sait pas, du coup, voilà, je présume, si à ce moment-là, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Du coup, il ne sait pas à ce moment-là. Ok, je reprends, mais est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie de faire? Après, il descend. C'est un peu la première fois qu'on voit Jordan. En commençant un déplacement comme ça, je ne m'attendais pas à autre chose. C'est la première fois qu'on voit Jordan dans une situation où il n'a pas confiance en lui, où il est fébrile, en fait. Il n'est pas sûr de ses forces. C'est la première fois, d'ailleurs. C'est la seule fois des années 90, de mars jusqu'au mois de, mai-juin 95, ces 2 mois-là, c'est le seul moment où Jordan vacille, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'on parle de sport de très haut niveau. Et le sport de très haut niveau, si ton physique ne suit pas, tu ne peux, même si tu es Michael Jordan, tu ne peux pas. Et tant mieux, d'ailleurs. C'est une bonne leçon. C'est une très bonne leçon. C'est-à-dire que même Jordan, qui est Jordan, si son corps ne suit pas, ils disent dans le documentaire qu'il est qu'à 80%, eh bien à 80%, même si tu es Jordan,
Ça suffit pas. Ah, ça ne suffit pas sur la durée, parce qu'il fait quand même des Sur la matchs durée. à 40. On va y venir. Parce Il que fait donc, 55 au bout du troisième quand même. Oui, ouais. Quatrième, je crois. Il met buzzer Le à arbitre à Atlanta Atlanta. Le buzzer beater, il est lourd contre les Ah. Hawks, là. sur Steve Smith. Et derrière ce match incroyable au Garden, moi, j'adore. Voilà pourquoi je kiffe New York, c'est que les mecs, ils arrivent, quand je vois les gens autour du terrain, l'atmosphère qu'il y a, il leur met 55 sur la truffe. Et Patrick Ewing, bichette, moi, il me fera de la peine toute ma vie. Et moi aussi, j'ai fait un bon match. Personne s'en souvient. Entre ça et la semaine dernière, il a dit qu'il ne regardait pas Il ne pas regarder. il voulait pas regarder parce qu'il connaît l'histoire, il en avait marre qu'on lui en parle tout le temps, il régale. Je suis allé regarder du coup les stats de Jordan 94-95, enfin le bout de 95. Il joue donc 17 matchs de saison régulière, sachant qu'ils mettent bien en avant que autant la saison 93-94, on pourra en reparler, est une réussite collective, Pippen est très fort, mais 94-95 avec le départ d'Horace Grant, c'est une brave cata. Et ils disent qu'ils sont un peu en galère. Et ben Jordan revient, il joue 17 matchs, 4 défaites. Ils sont à 13-14, ils finissent 5e de la conférence Est. Justement. Donc, tu te rends compte de l'impact qui est monumental de Jordan. Est-ce qu'on peut parler un petit peu des Bulls sans Jordan? C'est Pippen. C'est Pippen qui devient donc naturellement le leader. Ils font, tu le dis, une saison 93-94 de haute facture. Ils perdent en 7 matchs face aux Knicks, futurs finalistes. Mais donc Horace Grant, la première année, est là. Donc c'est une équipe qui reste une équipe solide. Ils jouent, on le dit, le meilleur peut-être triangle de l'histoire en se passant là vraiment la balle. Et pourtant, ça ne gagne pas. Ils ne sont pas loin, mais ça ne gagne pas. Ils sont pas loin. Après, tu regardes le match 7, il y a quand même un ou deux trucs arbitrage qui sont un peu chelous mais, à la fin de match. Mais non, après, je pense que c'est là où Jordan est fort et en fait, c'est là où c'est une certaine vision en fait que les gens ont. C'est qu'en 94, les joueurs sont forts parce qu'il a instauré ça pendant 3, 4, 5, 6 ans auparavant. Donc, les gens, limite, il a instauré tellement une gagne dans leur esprit des gens qu'ils ont perpétué ça pendant 1 an. Il y en a qui disent non, c'est pas vrai, les joueurs sont forts. Après, moi, je pense que ça a joué. Le fait d'avoir tellement créé une culture de gagne pendant quasiment, je ne compte pas les débuts, mais surtout depuis 88, entre 88 et 93, que les joueurs, que Pippen a pris de ça et que ça a perduré derrière. Et ça a lâché après en 94-95. Mais ils peuvent aller en finale NBA parce que je te dis, le match 7, il est un peu bizarre quand même dans l'arbitrage. Qu'ils sont en finale de conférence contre Indiana. Ouais. Ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller. Après, et c'est Steve Kerr qui le dit, tu as raison, ils surfent sur le titre. Oui. On voit beaucoup d'équipes qui sont finalistes, tu perds un mec, enfin, voir ton meilleur joueur, tu continues à performer parce que l'académie de jeu est claire, le coach. Les Raptors cette année, quoi. Ouais, pourquoi oui, mais oui, pourquoi pas les Raptors où globalement il y a toujours beaucoup de talent et tu surfes sur quelque chose de très fort, une cohésion d'équipe, une forte défense, et c'est ce qu'on retrouve. Mais ce qui est dingue, c'est la bascule entre les 2 années. Enfin, l'été 94, pardon, après avoir perdu contre New York, il y a une vraie rupture entre les deux. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs aussi. Parce que quand Jordan revient, il dit « j'ai pas joué avec Bill Wellington, j'ai pas joué avec Steve Kerr, j'ai pas joué avec Luc Longley ». Il parle de beaucoup de joueurs. Donc, il y a aussi un espèce de renouveau. Tony Kukoc, évidemment. Il y a un renouveau de l'effectif qui, forcément, tu perds un peu de l'ADN que tu avais à la base. Et justement, il revient, il fait des cartons, mais en playoff, ils sont sortis par le Magic, qui est une équipe, pour l'époque, plus forte. Très solide. Ouais, très solide. Step back de Nick là sur Scottie Pippen. Le tomard de Penny Hardaway plein axe à la raquette. J'ai une petite question juste. Parce que dans cette série, donc, le match 1, Jordan, il fait une gestion, on dirait moi, qui remonte la balle sur un match chaud. Il perd la balle. C'est la première fois qu'on voit Jordan faire perdre un match sans prendre un tir. C'est-à-dire qu'il perd complètement. C'est le pire truc au basket dans les derniers instants. C'est de ne pas tirer. Et là, il perd la balle sur Nick Anderson. Derrière, il fait une passe en touche à Pippen. Et Nick Anderson a cette phrase, le 45, ce n'est pas le 23. Et j'ai une question pour vous. Est-ce que de revenir avec ce numéro 45, ce n'est pas la plus grosse faute de goût que Jordan ait faite, de jouer avec le 45? Moi, je n'ai jamais accroché. Après pour lui, peut-être que le 23 lui faisait rappeler trop de périodes avec son père. Donc, peut-être que pour lui, émotionnellement, c'était dur de repartir après avoir arrêté, après avoir perdu son papa, de rejouer avec le 23 parce que ça lui faisait rappeler tout ce qu'il avait connu avec son père et qu'il n'avait pas envie de revivre ça et qu'il avait envie de dire avec le 45, voilà, c'est un autre moi, une nouvelle partie de ma vie. Je pense qu'il ne voulait pas s'infliger ça au tout début pour un retour, de rejouer avec le 23. C'était trop d'émotions peut-être à supporter pour lui. Ça vous a pas fait bizarre de le voir avec le 45? C'est le 45, c'était le numéro de son père, justement.
C'était son numéro quand il était en high school aussi, je crois. Ouais. Ouais, Il a commencé parce qu'après, il a pris le 23 parce que il était la moitié de son père, donc il a coupé en deux. C'est ça qu'il a le 23. Ah, c'est 22,5, hein. 23. Oui, ce numéro. oui, mais bon. Tu m'as compris. Mais moi, je me souviens à l'époque, alors j'étais petit, mais je me souviens quand même, il revient avec le 45 et ça m'avait. Alors à l'époque, je ne sais même pas si je jouais déjà au basket, j'avais 12 ans, non, je ne jouais pas au basket. Ça m'avait cassé les couilles. Je me suis dit, mais pourquoi il prend le 45 C'est comme quand Kobe, il a pris le 24, tu sais, j'ai fait. Oui, mais parce que tu dois t'y habituer. Honnêtement, c'est une claque, tu as raison. Kobe, le 24, je m'y suis fait, alors le 45, il n'a pas beaucoup gardé, mais Ouais, mais voilà, s'il avait Jordan, gagné c'était 3 le titres. 23. Et d'ailleurs, il a repris le aurait pas 23. Ouais, mais la réalité, c'est que dans le storytelling, c'est pas une faute de goût. Je trouve au contraire que c'est exceptionnel, tu vois, genre. Et c'est ce que je me suis dit pendant les 2 épisodes. Je me dis, c'est quand même fou de se dire que c'est la vraie vie d'un mec, le meurtre de son père, je prends une retraite, je joue dans un autre sport, je reviens, le tripit derrière. Tu sais, c'est un truc de roman, quoi. C'est pas du vrai sport, c'est pas possible. Il y a un truc un peu de l'au-delà qui rentre en ligne de compte. Et le numéro 45, je trouve justement que tu sais, voilà, je suis Jordan, mais je suis pas vraiment Jordan. Voilà, Nick Anderson le dit très bien. Et le fait qu'il rechange tout de suite après pour essayer de regagner de la force ou je sais pas quoi, ça montre combien ces numéros sont importants pour tous les joueurs. Oui. Tu vois, Nico, je suis sûr que les numéros pour toi, ils ont une véritable valeur. Mhm. Ah, Donc, mon numéro 5, c'est mon numéro 5. C'est ton numéro 5. Ouais. Si c'est pris, tu vas prendre ton année de naissance. Alors, Ouais. c'était vraiment pas une super idée, ce numéro 88, hein, honnêtement. J'ai Mais, demandé. C'est comme le 77, 88, les Français, vous êtes des chiens. J'ai demandé 7 numéros pour en finir en 88. Frérot, fallait acheter les numéros, tonton. Fallait acheter les numéros comme à Oui, l'époque. c'était vraiment ma dernière option, quoi, limite, le T'as truc. vraiment pas fait kiffer avec le 88, hein. Ouais, j'ai kiffé à la fin, j'étais unique. C'est comme Geoffrey Lauvergne avec le 77. Non, non, non. ou 94 pour Evan. J'ai kiffé. Ouais. Attends, c'était Au quoi début, tes autres j'étais comme ça, numéros après, les ça autres- kiffé. Evan 94, il a eu. les autres numéros que tu as demandé J'ai demandé le 5. C'était Rudy Fernandez qui devait le prendre. Ah putain, encore l'espagnol qui nous baise. Rodolfo. Le 33 était pris. Le 8 était pris. Le 32 était retiré. Le 14 était retiré. Le 12, c'était la Marcus. Il y avait le 41, gros, qui était libre, je Le suis sûr. 55 était pris. Du coup, 88. 88. Eh, J'étais en mode dépit, quoi. C'est même pas moi qui l'ai choisi en plus. Ah C'est mon ouais, meilleur pote. limite, tu veux pas mettre ton maillot. Ah, vas-y, je joue pas, gros, 88. Mais franchement, après, le truc, c'est qu'au début, je me suis fait. Après, ouais, bon, du coup, les gens à Portland kiffaient, ils ont kiffé ça. Donc, Bah, vous n'êtes pas beaucoup dans l'histoire de la NBA à avoir porté ce numéro. C'est aussi ça le truc. non, ouais. D'ailleurs, je vais te faire. je vais J'étais faire le quiz deuxième, maintenant. je crois. J'étais le deuxième. Antoine Walker était premier. Antoine Walker a porté 88. Quand il est revenu à Boston, sa deuxième apparition à Boston. C'était en rapport avec le nombre de kilos qu'il a pris. 88. Mais non, mais pour revenir sur ce premier match Chicago-Orlando, Horace Grant me régale parce que Horace Grant, il arrive dans le vestiaire et il entend la déclaration de Nick Anderson et Horace Grant connaît le loustic et là, il devient ouf. Enfin, il panique, il dit merde, il dit pourquoi t'as dit ça, gros, putain, je le connais, le mec, il va nous défoncer, gros, qu'est-ce que t'es con. Ça me régale la réaction d'Horace Grant. Finalement, ils ne les défoncent pas, ils perdent 4-2, même si Jordan fera des gros matchs avec son numéro 23 de retour dès le deuxième match. Ils vont quand même perdre cette demi-finale de conférence de manière assez logique. Mais cette défaite-là, c'est les prémices de la plus belle saison peut-être de l'histoire NBA avec cette fameuse équipe 95-96 à 72-10 qui battent ce record vieux de plus de 20 ans des Los Angeles Lakers avec un basket parfaitement léché, avec une équipe prête. Et on sait que Jordan, quand il est éliminé dès le lendemain, il se met au mastic. Que pendant cet été-là, il tourne Space Jam, donc tourner un film. Moi, je ne suis pas acteur, mais j'imagine que ça prend du temps. Il demande quand même d'avoir une salle. Il se retrouve à faire des pick-up games de très haut niveau. Au Jordan Dome Le Dome Jordan, gros. Là aussi, image incroyable que j'avais jamais vue. Mais déjà, Ah ouais, t'as sur le pas vu ça tournage, déjà, sur le tournage, les images avec les Fond hommes vert. tout en vert, j'ai jamais vu ça déjà. Alors celle-là, tu vois, pour le coup, je les avais jamais vues. Où on voit les plans, tu sais, des passes avec des mecs qui viennent comme ça, c'est trop marrant. C'est vrai que après, les pick-up games sont. Mec, le Jordan Dome, le Jordan Dome, c'est la salle à Leaders Cup, bon, la petite tente à Disney. Oui, bon, on va pas s'aventurer là-dessus, mais ça, oui. Mais non, mais ça régale, gros. Mec, moi, les pick-up images, games. elles sont incroyables. Et Reggie Miller, il le dit bien, il est impressionné. Le gars, il commence à 7h du mat pour aller tourner. Il a 2 heures de muscu à midi, là, où il doit manger un petit sandwich. Il continue jusqu'à 19h. Et après, hop, ils enchaînent avec un pick-up game avec que des jeunes joueurs NBA affamés qui veulent le défoncer. Ouais, c'est inhumain.
Et tu sais à quoi ça m'a fait penser ça? Et Nico va être d'accord avec moi. À son échelle, Tony Parker. J'ai fait des camps d'été avec Tipeee. À 7 heures du matin, il était sur la piste à faire des sprints. Toute la journée, il jouait avec les enfants du camp, sans compter, sans ménager ses efforts. Le soir, il s'entraînait tout seul. Ces mecs-là, ils ont cette faculté à pas sentir la fatigue et à travailler. Nico de Tipeee, à sa grande époque, gros, il avait 50 millions de trucs à faire dans la journée et il faisait tout. Il faisait tout sans jamais dire je suis fatigué, je suis épuisé. Je sais pas comment ils font ces mecs-là. Ouais, il faut que je dorme 8 heures par nuit, gros, sinon je peux pas faire un footing. Non, mais Ces mecs-là, c'est des machines. son programme, il est fou, quoi. Puis c'est pas 2-3 reps qu'il devait faire. Hein. Je pense que c'était à 200 reps par session. Donc, Sachant que c'était un domaine où, d'ailleurs on le voit dans le film, où c'est difficile. Tu sais, quand on te sort de ton domaine de prédilection, on l'a bien vu avec le baseball, bah, tu es beaucoup plus humble. J'imagine que quand il tournait, quand tu vois une petite séquence avec Bill Murray, il y a Bill Murray à côté, un des meilleurs acteurs de tous les temps. Toi, tu dois jouer la comédie alors que tu es Michael Jordan. J'imagine que la pression était très différente. Alors, il a l'air de prendre du plaisir quand il le fait, c'est ce que je retiens. Mais c'est vrai que du coup, la débauche d'énergie, de concentration, elle devait être terrible. Oui, ça reste une activité qui n'est pas la tienne du tout, qui est un métier quand même à part, être acteur. Souviens-toi, Thomas, quand on tournait des trucs à l'époque, tourner, monter face à la cam, quand c'est pas ton truc, c'est pas ton truc, quoi. Tu peux. Non, mais c'est vrai, tu vois, Ah oui. sur des trucs de 1 minute 30, tonton, il nous a fait galérer 3 quarts d'heure. Hein. Alors, sur un film de 2 heures avec Bugs Bunny qui n'existe même Ouais. pas. Pour répéter 2 phrases. Donc, on voit encore que, voilà, il est revenu, il tourne un film à Hollywood, il peut se dire, vas-y, c'est bon, c'est la vie à Hollywood. Non, non. Il a en tête de se dire, je veux gagner, je suis revenu, donc je veux une salle d'entraînement. Il a encore en tête de se dire, dans l'année prochaine, je vais gagner. Donc, il y a ce Jordan Dome avec ses matchs incroyables, et puis il y a la pré-saison où là, il arrive avec des mecs qui sont là, on se dit, oh, Jordan, c'est sympa. Et là, on voit un côté obscur. Enfin, moi, je ne trouve pas que ce soit un côté obscur. Moi, j'ai toujours aimé les mecs comme ça, qui, à la dure. Et là, on nous dépeint un mec tyrannique, limite odieux, qui met des énormes coups de pression, voire même qui met des droites notamment à Steve Kerr. Comment vous avez perçu ce moment de la série? c'est là où il est vraiment de retour. C'est à partir de ce moment-là où le Jordan est vraiment back, quoi. Il redevient ce qu'il a été en 90 quand il perd contre Détroit, en fait. C'est la mentalité qui reprend et que 3 quarts de l'équipe n'a pas connu. Parce que je pense que de cette époque-là, il ne restait que Pippen. C'est tout, je crois. De l'équipe du premier titre, je crois qu'il ne reste que lui, quoi. Parce qu'Armstrong, il y a peut-être PJ Armstrong qui part en 97. Non, il part, Non, il part avant. 95, il n'a a pas le Ouais, premier il n'est pas titre. là en 96. Il n'est pas là, ouais. Il part en 95, justement. Il part cette intersaison, il part. Donc, tout est à refaire, en fait. Il voit que en fait, les mecs, oh, c'est bon, il y a MJ et Pippen et Phil Jackson, donc on est tranquille. Non, ça ne passe pas comme ça, parce qu'on s'est fait boxer l'année dernière. Il y a plein d'équipes qui grandissent. Il y a une équipe qui a fait back-to-back. Donc, il est obligé de remettre la machine à baffe, pour de vrai, en plus, en marche et en montrer qu'ici, si tu veux gagner, ça va se passer comme ça. Et si tu peux gérer la pression à l'entraînement, ça va bien se passer en match. Et il y a cette séquence où il dit que les gens qui parlent, qui le jugent, c'est qu'ils ont jamais gagné, en fait. Ils n'ont pas connu cette expérience-là. Et quand il dit, il n'y a pas un de mes coéquipiers qui pourra vous dire que ce que je leur demandais, je ne le faisais pas. Et on le voit au moment, il y a une image d'un suicide. Gros, Il est largement premier. Hein. C'est Jojo, gros. C'est Jojo avec 5 mètres d'avance. Il est premier. Donc, cette exigence-là, il l'a avec lui-même. Parce que moi, j'ai connu un paquet de joueurs qui ouvraient leur bouche, qui mettaient les coups de pression, gros. Quand il fallait faire les suicides, en 30 secondes, ils arrivaient, c'était 34 secondes, il fallait recommencer. Lui, oui, c'était pas dire un enculé, mais il était dur. Mais il y avait quand même exemple. Est-ce que vous avez déjà joué, Nico et Steph? Pardon, Erwan. C'était Nico. Je t'en prie. avec des gars qui avaient ce type d'attitude, tu le disais, Steph, mais qui alliait quand même avec des actes sur le terrain, alors sans parier premier au suicide, mais qui était vraiment le mâle dominant à tracher les mecs à l'entraînement et qui était le leader d'équipe. Bah, Tipeee en équipe de France entre 2009 et 2013. C'était ça. C'était clairement ça. Il y a la séance avec Emric Janot, là, où c'est Vincent Collet qui est obligé de venir lui dire vas-y, mollo avec lui. Il est en train, parce qu'il lui met une tête comme ça. Il lui met une tête comme ça. Je pense on imagine qu'il prend un bouillon sur tout l'entraînement, qu'il doit avoir les jambes un peu lourdes. Emric Janot à défendre sur Tony. Et l'autre, il le joue. Et à un moment donné, Vincent Collet vient le voir, lui fait mais on peut réciter 2 systèmes un peu. Il fait non, il défend. Et moi, c'est ce que tu vois, je l'ai noté
dans ce que je voulais dire. Et effectivement, moi, quand Jordan raconte ça, ça me fait penser à Tony avec l'équipe de France. Bah, ça a été ça, parce qu'il y a plein de trucs, voilà, des entraînements, des mi-temps de match ou pareil. Mais je crois que dans cette période-là, il n'y a pas un joueur qui n'a pas pris un carton quoi, par Tony. Mais genre une soufflante, mais en live devant tout le monde. Mais on ne l'a jamais pris personnellement. On a tous vu 2003, 2005, 2007, les euros gâchés, les chances gâchées, et qu'on n'était pas loin. Et donc, il se sentait que lui, il voulait vraiment le faire, donc il voulait pousser tout le monde. Donc, voilà, il y avait cette attitude. Et en plus, je voulais lui écrire hier soir par rapport à ça, je ne l'ai pas fait, mais en fait, ça m'a fait penser à ça, parce qu'il y a des entraînements. Bah, c'était 2011, mais il mettait des avoinés tout le monde parce qu'il voulait gagner. On savait très bien que c'était pour ça, mais ça m'a exactement pensé à lui en 2011-2013. Toi, Steph? Pas vraiment, j'ai pas de joueur en tête. Après, moi, à mon échelle, hein, à mon très petit niveau, parfois je me suis reconnu en Jordan, des attitudes scandaleuses. Alors, Oh là là! ah, non! Non, mais, je vois ce que tu veux dire. Mais oui. Parce que t'as fait... Mais moi, tu sais que j'ai pensé à la fuite du Gary. Merde. Ah, non! Vous me laissez pas finir. Vous me laissez pas finir. On t'embête. Ça n'a rien à voir. Je me compare pas du tout à Jojo, mais sur ses attitudes à l'entraînement, mal parler à des mecs, mettre des coups de coude. À un moment, il fait une feinte de mettre un coup de coude plein fer dans la tête à Scott Burrell. C'est les choses que j'ai fait. Alors, j'étais pas exemplaire comme lui. Au suicide, j'étais pas premier, gros. Mais parfois, je me suis reconnu dans des attitudes scandaleuses à l'entraînement. Je me retrouvais en lui. À qui dis-tu moi, j'ai pensé aussi à toi, par exemple. Ce truc de gagner, c'est que quand tu disjonctes à la House Factory, par exemple. Ah gros, non mais c'est pas vrai. Et moi, pareil, des fois, on joue avec le petit Tom, notre ancien stagiaire, qui n'a jamais joué au basket. Moi, alors que mec, c'est un 2-2 House Factory peinard, j'ai 37 ans. Mais gros, j'ai fait des saltos arrière en hurlant toutes les insultes que j'ai. Donc, et des balles de basket perchées. Bon, heureusement, il n'y a pas de toi, hein, mais perchées à mettre des grandes demi-volées. Mais alors que, effectivement, ce qui est marrant, c'est que vous vous retrouvez tous les deux là-dessus, clairement. Pourtant, l'esprit de compétition, je suis persuadé que Nico est là. Et pourtant, tu vois, ça sort pas du tout de la même manière. C'est dingue, la différence. Mais non, lui, de toute façon, c'est de combattre ton esprit de compétition à Jordan, à part peut-être Mohamed Ali, tu n'as personne qui égale ça. Donc, tu peux sortir les noms de tout le monde. Ça n'a jamais été égalé pour l'instant. Après, il y a plein d'autres grands athlètes qui ont un esprit de compétition hors norme. Tu peux sortir Roger, on va sortir Bolt, Phelps, tout ce que tu veux. Tyson à l'époque se rapprochait un peu de Jojo. Oui, c'est sûr, mais à ce niveau-là, c'est pour ça que pour moi, Mohamed Ali et Jordan sont les deux meilleurs athlètes de l'histoire. Mais à ce niveau-là, c'est tellement dingue. Et tu demandes à n'importe quel athlète, ils te diront en grande majorité que c'est lui le numéro 1 en niveau de compétition. Et puis, il y a un truc où, pour le coup, je me suis reconnu en Jordan, mais alors ça n'a rien à voir avec le basket, c'est faire un truc de merde à l'entraînement, se faire virer, aller dans les vestiaires, mon gars était tout seul, et là, tu te sens comme une merde. Ouais. Garantir que, là, pour le coup, je me suis reconnu pendant des milliards de fois, parce que pour revenir à ce que tu dis, Tom, c'est archi intéressant. Nico, il a aussi cet esprit de compétitif, mais il est différent. Parce que moi, quand je hurlais et tout, c'est que j'étais frustré, je pétais les plombs et je ne pouvais plus jouer au basket. Donc, c'était un comportement de connard, pas un mec qui voulait gagner. Donc, c'est pour ça que c'est important de recadrer. Et Steph, tu valideras. Ouais. Non, c'est vrai. Mais parce que mettre des coups de pression comme ça, des mecs capables de mettre des coups de ça et tout, mais derrière, que les gens te disent, tu discutes avec eux, tu dis, mais t'inquiète, on va y aller, on va gagner. Et ça, c'est là la grande force du truc, parce que péter les plombs d'entraînement, tout le monde peut le faire. Faire gagner ton équipe, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que, tu vois, pour le coup, là, je pense que tous les quatre, on a l'esprit de compétition, tu vois, à se donner à fond dans les grands moments, à défendre le plomb, tu vois, de ces petits moments où ça te fait basculer dans la zone, pas forcément en attaque, mais en tout cas dans l'intensité. Et c'est le moment avec Steve Kerr, clairement, il veut tout dire de ce qu'est Jordan, c'est-à-dire le compétiteur, le trash talker aussi, parce qu'il va trop loin. Steve Kerr qui, bon, après, Jacques Onclair on parle différemment de Steve Kerr, tu pourras nous en parler, Erwan, juste après, mais Steve Kerr, du coup, et comme Scott Burrell aussi, je fais le parallèle entre les deux, il encaisse une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça devient physique. Au bout d'un moment, il y a deux types de personnes. Il y a soit le gars, sans parler de mettre une droite, se battre, va répondre physiquement et dire, gros, tu me casses les couilles, arrête de me saouler. Et il y a les autres qui vont dire, bah, tu sais, qui vont continuer à ne rien dire, mais
par peur parfois de ne pas répondre et de ne pas aller à la Ouais. confrontation. Parfois, tu es obligé d'aller à la confrontation, même si c'est Obligé, Jordan. oui. Et c'est là, c'est les équipes qui gagnent. C'est pour ça, là, je veux juste réagir par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Dans l'équipe, par rapport à Tony, c'est que entre 2011 et 2013, où c'est peut-être les 2-3 meilleures années qu'on est qu'en équipe de France, notre pic, mais ça se battait tout le temps. Il y a des arbitres à entraînement qui ne servaient à rien. Ouais. Mais Nico, il a raison, gros. Dans toutes les équipes, alors, j'ai été champion de France 2 fois, que ce soit à Nanterre ou à Nancy. Il n'y a pas une saison sur les deux années où j'ai été champion qui n'a pas eu des embrouilles, gros. Et parfois, je n'étais pas concerné, gros. Tous les entraînements, c'est Il y avait deux forcément- fois où tu n'étais pas concerné. 2 fois. Et t'es Il y a malade. toujours, il y a toujours, il y a toujours des prises de tête, gros. Il y a toujours des têtes contre têtes, il y a toujours des poussettes. C'est tout le temps, ça arrive tout le À temps. l'entraînement, à la mi-temps des matchs dans le vestiaire, et de se séparer, mais ça arrive tout le temps. Et par contre, je tiens à signaler que je pense très honnêtement que Scott Burrell est un mec très gentil. Gros. Oui. Voire très Très, intelligent. très gentil. Ouais. Il prend cher. C'est ce qu'il dit. Hein. Vraiment Et gentil. Est-ce que elle n'est pas énorme la séquence quand Jordan il essaie d'expliquer pourquoi il est comme ça et là où il va arriver qu'il a les larmes aux yeux qui dit break. Ah Ouais. Putain, Frisson. elle m'a fait Frisson. froid dans le dos de manière incroyable parce que il C'est sait, 22 ans après, quoi. ouais, il sait qu'il a fait des choses où il est allé trop loin. Il sait que il doit regretter d'avoir fait des misères à des mecs parce que je pense qu'on a l'histoire avec Steve Kerr. Il y a d'autres mecs peut-être qui ont dû encore grailler encore peut-être plus que lui et qui ont dû rien dire. Et je pense que quelque part, il est pas complètement fier de ça. Mais comme il dit, moi, je le faisais parce que tous ces mecs-là, je les ai fait gagner. Et ça, je me suis procuré le droit de faire ça, mais pour gagner et c'était jamais personnel. Et quand il dit break, c'est que même lui, quelque part, il sait qu'il a franchi là une ligne et pas qu'un peu, mais c'était comme ça. C'était C'est assez fort. tu joues comme moi ou tu joues pas avec moi. Mais c'est fort quand il fait un cet épisode 7 comme ça, où tu vois, personne s'y attendait. De le voir comme ça, Ouais. Avec un énorme verre de 20 Jack. ans après, Les yeux rouges, injectés de Ah, sang. Ou alors c'est un énorme acteur. oh, Non, non, je pense que c'était. Il aime tellement le jeu, il a tellement, entre guillemets, souffert à ce moment-là, son retour, il a tellement souffert, plus par rapport à son père, plus la défaite, plus cravacher pour revenir et repasser pour un tyran, ça fait quand même beaucoup pour, entre guillemets, que 3 titres. Et, Tout accumulé tout ça pour gagner pour juste 32 Ouais, mois. c'est clair. C'est 32 mois, ça a duré. Hein. et on parle de ses coéquipiers. Enfin, j'ai lu pas mal de choses comme quoi le seul qui avait pas vraiment peur et qui répondait, c'était Horace Grant. C'est le seul qui est. Ça, ouais, ça, ouais. Il y a aussi une citation de B.J. Armstrong que j'ai trouvé archi kiffante. C'est quand on demande est-ce que c'était un bon mec. Et B.J. Armstrong, il dit il pouvait l'être de temps en temps, mais avec cette mentalité-là, tu ne peux pas être gentil. Ouais. J'ai trouvé ça incroyable. Ouais, t'as raison. Mais B.J. Armstrong, il dit des vrais trucs. Hein. D'ailleurs, là aussi, il faut un parallèle entre. Ça va très vite entre. Il met des tirs de ouf. D'ailleurs, sur ce match-là, il met que 10 points. J'ai l'impression qu'il en met 24, hein, mais il met que 10 points. Il fait gagner son équipe. Et tout de suite après, on est sur le joueur des Bulls qui ramène Jordan, tu vois, dans l'équipe des Bulls en 95. Bref. Mais moi, il y a un autre truc qui me. Tu vois, quand on parle de gentil, c'est que quand il s'embrouille avec Steve Kerr, qu'il a le seum, il demande le numéro de Steve Kerr. Il l'a pas, gros. Il l'a pas, gros. Il l'appelle, il dit bon. Tu vois, c'est fou. Après, c'est téléphone fixe. Bien sûr. Mais il dit, tu vois, j'ai demandé le numéro de Steve Kerr et je l'ai appelé parce qu'il n'a pas besoin d'être proche de ces gars, en fait. Il est parti à la cabine téléphonique, il a mis sa carte à puce là, dans la cabine. Là, il a compris. C'est ouf Oh, que crise de Jordan, neige. mec, t'imagines, c'est Jordan, il appelle un mec. Alors même si, tu sais, on en a connu des mecs qui avaient tort et qui ne s'excusent pas parce que, mec, lui, il appelle, il dit non, je suis allé trop loin. Et même quand je te dis, là, moi, c'est là où je me suis dit, depuis le début, on se dit, c'est une machine, mentalement, il est tellement au-dessus. Et on voit que finalement, dans le rapport humain, c'est compliqué pour lui, quelque part, les rapports humains. Mais il y a un truc en lui, quelque part, où là, on retrouve aussi, bon, forcément, quand il parle du décès de son père, ben forcément, ça le touche. Mais là, c'est la première fois où il parle de la vie dans un groupe de basket et tu le sens ému. C'est la première fois depuis le début. Ouais, t'as raison. Erwan, parce que Jacques Moncler parle souvent de Steve Kerr. mais je ne sais pas pourquoi je me Ils ne souviens sont plus. pas rencontrés à l'époque. Attends, si, en 84. Voilà. Je me souviens Qu'est-ce plus qu'il de fait oublier. Il appelle le Yankee. Il le Oui, je déteste. sais. Ah, Ah, je sais t'as qu'il- oublié. Il il est appelle pas le grand Yankee, fan, il le mais- déteste. Mais il le déteste et justement parce que il Steve Kerr, visiblement. reconnaît le talent du gars. Oui, non, mais bien sûr, mais il le déteste en tant que joueur contre joueur, hein, Ah rien oui, d'autre. Et il disait que Steve Kerr parlait énormément.
Alors, Il s'était un peu accroché, oui, c'était accroché. Donc, avec du l'équipe coup, de France. voilà, donc du coup, ça me faisait rire parce que Steve Kerr passe pour un mec très intelligent aujourd'hui, J'ai qui est l'impression un peu qu'il cérébral. a une grande En bouche. fait, c'est une Steve bonne Kerr. taignasse hein, quand même. Ouais, bah, ça Tu vois, se c'est ça que je veux dire. voit. De toute façon, sans vouloir lui jeter la pierre, avec un physique comme ça, tu peux pas vivre que sur ton adresse. Tu es obligé aussi pour t'imposer de répondre à des mecs et de leur parler. Hein. Ouais, Bah, ce ouais, genre bien de sûr. mec comme là, regarde, on va revenir le profil de Jock Stockton. Stockton, c'était Il parlait Stockton? ah bah, Ouais, énormément, ouais. Ah c'était ouais? un énorme vicieux, tout le monde te le dit. Hein. Ici, c'est que avec le physique qu'il a, il devait se retrouver un truc en plus. Et Steve Kerr, entre guillemets, c'est pas la même chose. Je pense qu'il avait ce petit truc en plus dur pour y arriver, surtout dans cette équipe-là. Donc, tous ces événements, la défaite, son retour, la défaite face à Orlando, où Jordan se fait un peu chambrer, où Jordan n'est pas bon dans certaines fins de match. L'été, où il travaille très sérieusement pour retrouver son corps de basketteur, parce qu'il avait un corps encore de joueur de baseball. Cette pré-saison qui est d'une dureté, on le comprend, assez incroyable. Et là, par contre, ils arrivent en début de saison, ils sont prêts, nos amis, et ils font une saison, l'une ou la plus belle saison de tous les temps, à vous de voir. C'est la plus belle. Hein. On a fait une vidéo là-dessus, on a déjà dit. Non, mais régulière, pardon, saison régulière. Il gagne 23 des 25 premiers matchs. Alors, Ouais. les Warriors avaient fait 24-0. Mais bon, c'est pas mal. Et tu sens, alors ça va assez vite, mais pendant toute la saison, ils courent après l'histoire. Ouais. Ils sont vraiment. Les Warriors, de toute façon, l'avantage, c'est que les Warriors, comme c'était très récent, on se souvient tous qu'on regardait le calendrier pour voir quel match ils pouvaient perdre. Là, je ne sais plus qui dit ça. Il dit ah, c'est Dennis Rodman, non? Non, c'est Jed Buechler, non? Judd Buechler. Parce que là, il regarde, il dit ah, on va peut-être pas C'est perdre pendant Pippen. 3 mois. C'est 3 Pippen. mois, gros. Pippen, il dit, mais là, je regarde le calendrier, il y a moyen qu'on ne perde pas pendant 3 mois. Mais bah, attends. C'est quand même Ils courent incroyable après l'histoire. parce qu'en 3 mois, tu joues toutes les équipes, gros. Ah, Tu vois, ça il rigole. a perdu. Mais il y a des séquences de jeu incroyables. Gros. À un moment, Jordan, il met une espèce de pump fake, il tourne sur lui-même, il fait une feinte, il met une petite passe comme ça, une petite galette à lui tomber. Ouais. Puis Thomas, il y a Will Perdue qui met un Thomas renversé, gros. J'ai jamais vu Will Perdue, mais tout le monde Après, joue à basket incroyable. après, il fait 2-12, gros. Oui, Oui. je sais bien, mais il n'est pas obligé de mettre un Thomas comme ça renversé par le cercle. Il était chaud, Bill. Qu'est-ce que... Will Perdue. Bill Et, Will. Leurs 3 dernières défaites, ils perdent d'1 point. Et ils perdent à Toronto cette année-là. Ouais, ils perdent à Toronto. Ils perdent à Toronto. Ils en prennent 40 à New York et ils perdent 3 matchs. Les 3 derniers Ils auraient- matchs, 3 dernières défaites, c'est Ils auraient pu monter à 75 ou 76, hein, c'est chiant. à l'aise. Ouais, bon, on va pas refaire Pour l'histoire. 70 quand même. Ils arrivent quand même en playoff prêts, plus que prêts. Et il y a ce match. Du coup, il y a cette finale. Donc, ils arrivent face aux Sonics. Attends, avant le Vas-y. Sonic, Erwan, il y a l'énorme revanche face au Magic. Face à Orlando. Ah oui. Parce que Orlando, contre oui. Orlando, quand tu penses à ça avec le recul, l'année d'avant, c'est à peu près la même équipe. Tu te fais sortir. Là, il y a un sweep. Il y a rien à dire. Il y a Rodman. Il y a Rodman en plus. Il y a Rodman en plus qui Et bouge qu'on ne complètement. sort pas l'excuse qu'on sort pour Détroit, ils sont vieillissants là. Là, ils Ah ouais. sont tout jeunes. Hein. C'est pas genre vieilli. Non. Ils viennent. L'expérience en plus. L'expérience en plus. Ah oui. Ils se sont fait casser la bouche, mais en 4 matchs. Non. Non, c'est clair. Et ça, c'est ce parcours de playoff, il est extraordinaire. De toute manière, ils arrivent en finale justement avec 2 sweeps et une seule défaite sur les 3 tours face à Gary Payton, tu le disais, et Sean Kemp et George Karl. Et alors, encore une anecdote régalade, celle du restaurant entre George Karl et Michael Jordan. Mais attends. C'est qui? C'est David Aldridge qui dit quand George Karl ignore Jordan dans le restaurant, alors qu'apparemment ils se connaissent, ces deux mecs de Faut jouer au Caroline. golf. Les deux mecs de Caroline jouent au golf ensemble, il l'ignore, il fait. Et qu'il y a David Aldridge, je crois que c'est David Aldridge. Non, c'est Ahmad Rachad qui dit. Ahmad oh, Rachad il qui a fait assiste à ça, qui dit Aïe, c'est une t'aurais erreur. pas dû faire ça, mon gars. It's a mistake, man. It's a Après, mistake, Big George. Maintenant, ils se parlent les deux parce que nous, quand on fait notre training camp à North Carolina, justement, on monte, nous, là-bas, on monte et ils sont tous là. Donc, à George Karl, tu as tous les anciens qui sont tous là. Et donc, MG est là, et ils se parlent. Maintenant, ça va mieux, mais c'est vrai que c'était peut-être une erreur à l'époque. Et donc, du coup, ça nous rappelle 3 histoires sur les 2 épisodes. Les 3 histoires, il y a la première, BJ Armstrong, donc du coup, en playoff, où BJ Armstrong dit je sais comment les battre. Et donc, avec ce match où il marque 10 points au match 2 contre les Hornets, ils vont gagner à Chicago. Ça, c'est en 98. Hein. Ça, c'est en 98, tout à fait. Mais il y a 3 histoires comme ça où PJ Armstrong, du coup, parle et ça énerve tout le monde et ça ravive la flamme pour aller chercher le 3e titre. Il y a donc cette histoire de George Karl qui motive Michael Jordan pour aller chercher ce titre en 96. Et il y a le mec là, l'inconnu au bataillon, Non, moi, la j'ai- Bradford Smith. Ouais, la Who the Bradford fuck Smith. is that?
Mais surtout que cette histoire, lui, donc, il met 37. Il met 37 à Chicago. Le lendemain, il y a un back-to-back. Et la rumeur dit qu'il a mis le bras, à la fin du match, il a mis le bras autour de Jordan. Invente une histoire. C'est même pas vrai, gros. C'est lui qui l'a inventé. En fait, tu sais quoi, ça? C'est comme les mythos, les mythomanes, mais la maladie, les gens, ils se persuadent de leurs mensonges. Lui, en fait, il s'est fait un scénario dans sa tête pour se motiver, gros. Il s'est inventé une histoire pour avoir la haine contre le mec et pour le détruire le lendemain. Il faut quand même avoir un pet au casque pour inventer. J'ai dit, le mec, c'est Negan. C'est vraiment ça, Jordan. Ils sont plus dans sa tête. Le pauvre, il a rien demandé, gros. Il a mis 37, il est rentré au vestiaire, gros. Il commence à dire, ah ouais, t'as dit bon match, Mike, tu vas voir demain. Gros. Il dit, mais moi, j'ai rien dit, frère. Tu sais qu'après ce match, il n'a jamais mis plus de 18 points après dans sa carrière. Ah oui. Ah ouais. Jamais. Il n'a jamais mis plus de 18 après ça. Il a juste eu le malheur d'être bon contre Jordan, quoi. Non, mais attends. 37, putain, j'en ma carrière, 37 points, je suis chaud. Ah non, calme-toi. Là, tu l'as mis 36 en première mi-temps. Première mi-temps. Il finit à 47. Avec des vrais moves. Hein. Et puis, il l'attaque. En 29 minutes. Il l'attaque. C'est ça que je kiffe avec Jordan. C'est tu veux défendre sur moi, je vais te défoncer. Tu sais, c'est ouf. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Tu te dis, par exemple, comme pour Kukoc en 92 à Barcelone, ils se sont dit, on va l'éteindre. Il ne va pas marquer de points pendant le match. Mais de se dire, de l'autre côté, je vais aller jouer à chaque fois de son côté, je vais le poster, je vais l'attaquer. Tu vois, j'ai l'impression que c'est plus difficile à mettre en place. Tu vois, c'est plus difficile. Et c'est là où Jordan, moi, il m'impressionne. Il met 36 en première mi-temps. L'autre, il est là, il est à bout de souffle. Et derrière, visiblement, fin de carrière, puisque la Bradford, on n'a jamais réentendu parler de lui. J'avais jamais entendu parler de ce gars. Non plus, la Bradford. On se replonge dans les finales 96. Les Sonics, c'est une équipe qui galère hein, depuis, qu'on attend depuis longtemps en finale. On se souvient que c'est le premier upset 1-8 en 94 avec Denver. C'est une équipe qui galère à arriver en finale. Ils arrivent enfin en finale et on a l'impression quelque part que la montagne est beaucoup trop haute pour eux. Ils sont rapidement menés 3-0. Et il y a cette espèce de changement tactique où Gary Payton dit que ça aurait peut-être pu changer l'histoire de la finale. C'est Payton qui défend sur Jordan. Alors, on sait que Gary Payton est meilleur défenseur en titre. C'est un super défenseur. Mais la réaction de Jordan quand il voit ce que raconte Gary Payton, je suis en fou rire. Quoi. C'est génial. C'est un mème. C'est un nouveau mème. Et surtout, quand après Payton défend les deux matchs sur lui, il revient à 3-2. Mais en fait, et Jordan dit non. Il avait autre chose dans la tête. C'est parce qu'il savait que le match… Alors, enfin, gros, s'il gagne 4-0, il n'y a pas le match sur la fête des pères. Ouais. Écoute, en tout cas, il dit qu'il avait autre chose en tête et on comprend que c'est finir à Chicago au match 6 parce que c'est le jour de la fête des pères. Et derrière, cette image incroyable. Moi, j'ai vu les photos, je n'avais jamais vu la vidéo avec le son où il pleure. Il pleure. Il pleure pas petite larme, hein. Il s'écroule complètement dans le vestiaire. C'est assez incroyable ces images. Après je ne pense pas qu'il ait vraiment fait exprès de perdre parce que non, j'ai regardé un match, j'ai regardé un match 4, je crois, il y a 15 jours, que je regardais le vieux match. Il joue. Ouais. Non, mais c'est lui qui le dit. Il joue après. Ouais, moi, je pense que dans le documentaire, il le tourne comme ça pour finir sur la belle histoire, sur le match face à la fête des pères. Après, je ne sais pas si vous avez vu ces chiffres passer. Quand Gary Payton a défendu sur Jojo sur ses finales, gros, les stats, elles sont en baisse. Hein. Je crois qu'il a 22 points, il a 11% à 3 points, il a des pourcentages dégueulasses. Alors c'est filmé du style Jordan, il n'y a rien qui l'atteint, personne ne peut diminuer son influence. C'est mis en valeur de cette façon-là, mais je pense que Payton a plutôt été efficace et il ne faut pas non plus minimiser l'impact de The Glove sur ces petits chiffres surtout pas de Jojo. Attends, cette finale, on la connaît tous et on connaît tous l'histoire de cette finale. Si Gary Payton commence sur Jordan, je ne dis pas que les Bulls perdent, évidemment pas. Je pense qu'il se serait adapté. Il n'empêche qu'il y a une énorme différence entre le Jordan des 3 premiers matchs qui vole tranquille, il n'y a même pas de fin de match, il n'a même pas besoin de marquer plus de 30 points, tu vois, sur la finale, et les 2 autres matchs où il est vraiment contesté. Mais on peut aller plus loin. Sur les 6 finales qu'il fait, c'est peut-être le match-up le plus compliqué qu'il ait eu à jouer. Bien sûr. Malheureusement, c'est que sur 3 matchs. Ben voilà, mais là, George Clark, parce que c'était quoi? Ils avaient RC Hawkins à lui envoyer dessus. David Wingate. Avec ça. Hawkins a bien taillé avec ça, Rose Hawkins. Ah ouais? Parce qu'il bossait chez nous à Portland. Et après chaque entraînement, avec Wesley Matthews, on faisait un contre 1 contre lui. On la ressortait, cette histoire. On la ressortait tout le temps. Par contre, il tient. Franchement, il tient. C'est un vrai défenseur. Mais il dit, ouais, en gros, pour le faire péter les plombs, c'est l'histoire qu'on sortait à chaque fois parce que ça a été une des victimes de Jordan de 84 à 96, techniquement. Et donc, non, mais Hawkins, c'était un vrai joueur. Ah oui. Un vrai défenseur. Un vrai shooter. Il était de Chicago en plus. Ce mec est de Chicago, donc il voulait aussi prouver devant sa famille qu'il pouvait y arriver. Mais Payton était au-dessus.
Après, tu sais, tout à l'heure, je disais, il y avait un truc un peu mystique dans la vie de Michael Jordan. Ça, c'est encore une preuve. Tu vois, que ça finit sur son premier titre du deuxième tripit. Sur la fête des pères. La fête des pères. Enfin, c'est mystique, bizarre. Tu sais, c'est chelou. C'est un scénario de série B. Tellement c'est trop. C'est un truc de super-héros. Tu vois, donc. Série française. Ouais, série française. Non, mais je te jure, franchement, c'est fou. Et t'as raison. L'image, franchement, mon cœur, je sais pas, quand il crie là, oh. Mec, il pleurait. Il y a un attendant qui est venu lui mettre une petite serviette dessus. Là, Ouais. ça m'a fait mal au cœur. Ah, C'est terrible. Oh. Et il dit aussi que c'est peut-être la première fois qu'il laisse vraiment exprimer ses émotions depuis la mort de son père. Parce que, on l'a pas dit ça, mais sa mère dit faut aller de l'avant, faut être positif. Et donc, je crois qu'il est dans un truc avec le baseball, bah, ça va en fait. Il arrive à s'en sortir. Et là, Mais c'est peut-être pour ça aussi que la mi-temps a gagné, parce que je pense qu'il est à 3-0. Il y est, quoi. Et je pense qu'il a peut-être eu du mal à finir. Dire Aussi. merde, toi, la veille du match, je pense que dans sa chambre, tu ne dois pas dormir. Tu te dis, putain, il n'est pas là, il ne sera pas là. Et demain, il ne sera pas là. Il a dû rentrer chez lui. Je pense qu'il y a toute sa famille qui est chez lui, ses enfants, puis la fête des pères. C'est là où il s'est dit, bon, ouais, aujourd'hui, c'est peut-être le moment. Mais je pense que ça a peut-être freiné, entre guillemets, où il n'était pas, même s'il fait des gros games en match 4 et 5, où Peyton défend dessus, Il fait il 6 n'est sur pas non 19. plus à 100%. Il fait 6 sur 19 au match 4, Jojo. Il n'est pas à 100%, je pense, mentalement, Après, parce que je pense qu'il a ce gagnes. frein mentalement par rapport à ça. Quand tu mènes 3-0, en général, c'est pas à vous que je vais la prendre, messieurs les pros. Tu as tendance un peu, tu sais que c'est plié. je relâche. Ouais, je Ouais. relâche un peu. Mais qu'est-ce que Je relâche un peu. Et puis, tu as raison, Nico, par rapport au rapport à son père, c'est qu'on se souvient que le premier match sans son père, c'est compliqué. Mais finalement, après, c'est les premiers playoffs sans son père, c'est les premières finales sans son père et c'est le premier titre sans son père. Tout, quelque part, tout ce qu'il fait après la mort de son père, c'est une première fois à tout. Et là, le titre, c'est ce qu'il voulait absolument obtenir. Et là on le voit tout lâcher. Pareil, c'est quand même rare de voir ce mec-là qui a une armure comme ça chaque fois avec lui, qui s'écroule complètement. Il est hermétique jusque-là, en fait. Ouais. T'as raison. On jump sur les playoffs de 98, c'est assez incroyable. Premier tour farce honnête, il gagne premier match après prolongation. Et là, il y a les mecs qui disent mais on a l'impression que tout le monde attend que les Bulls perdent, en fait. Ça, c'est l'histoire de la vie. C'est l'histoire de la vie, c'est qu'à un moment donné, les gens se lassent de voir toujours les mêmes équipes gagner et ont envie de voir du renouveau. Ça devient le storytelling. Au début, c'est le storytelling de putain, ils gagnent tout le temps, c'est trop bien. Et arrive au bout d'un moment, tu as une espèce de bascule où les gens se disent ah vas-y, c'est relou, on a envie de les voir perdre pour que l'histoire change en fait, pour avoir un autre scénar. Et on est là un petit peu, on se dit ah peut-être qu'ils vont se faire taper. Et je ne dis pas que les gens sont contents de les voir perdre, mais ils se disent peut-être que ce serait sympa qu'il y ait un peu de nouveauté. Voilà. Tu sais que Juste avant que les playoffs commencent, on n'a pas parlé de ça au début, c'est comment l'épisode 7 commence, c'est la conférence de presse de Jerry Krause. De Jerry Krause. Ouais. Tendu. C'est le mot tendu. Ouais, il y a une vraie tension. Non, je ne suis pas surpris parce que ce sont des vrais professionnels, pas comme ce que vous venez de faire. Allez, boum. Il se barre et les autres journalistes, ils ont la haine. Ils se disent putain, mais gros, il a niqué la conférence. C'est Craig Sager qui pose la question. Oui, c'est Craig Sager qui pose la question. Il lui dit bien joué, Craig. Il a plié la conf de presse. Mais oui, on a même presque oublié que la tension qui est mise au début de la série, en fait, c'est la dernière danse. Tout le monde a envie de se barrer, machin. On l'a presque oublié tant les jumps dans le passé sont passionnants, en fait. Oui. Tu vois, là, il y a eu un moment où, en fait, la saison 98, j'en avais un peu rien à foutre. Hein. Honnêtement, j'avais envie de voir les phases avec son père, le baseball. C'était plus intéressant d'aller de ce côté-là. Et tu vois, la phase de Jerry Krause, tu as raison, c'est au tout début, je l'avais même oublié là déjà. Tellement j'en ai pris plein dans la gueule pour d'autres raisons. C'est le début. Malheureusement, paix à son âme, mais il manque quand même. Ah, mais énormément. Avec lui qui commente, ça aurait été extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Ah, le pré-générique, là, de conférence de presse, il a un seum incroyable. Il a le feu dans les yeux. Mais on voit de toute façon et j'espère qu'on va le découvrir dans les autres épisodes, dans les 2 derniers, que ce run jusqu'à ce 6e titre, mais je pense qu'il y a quand même une atmosphère particulière dans cette équipe-là. Mais je pense que Jerry Krause, il a un seum parce que justement, la question, elle est bonne. Et il aurait voulu que ça se casse la gueule dans la saison. Bien que sûr. Pippen se barre, ou on ne revienne pas de blessure. Qu'ils fassent une saison. Ils font quand même 67 victoires. Hein. Ouais, oui. Ou entre 67 ou 65. Enfin, un truc comme ça. Ils sont placés dans les 60. Donc, du coup, ça a justifié que Phil Jackson se casse.
Ça va justifier que Jordan arrête, que Pippen se barre. Là, il ne peut rien justifier du tout. Parce qu'il se dit, merde, ils vont le faire, c'est con. Alors que j'ai tout fait depuis le début pour que ça se casse la gueule. C'est pour ça qu'il y vénère, je pense. Que là, tu es à la veille du match 1 des playoffs. Ils disent, putain, j'ai passé pour un con. 62 victoires. 62, petite saison, du coup. Ouais. Incroyable. Donc, sweep face aux Nets. Ils sont un peu accrochés sur les 2 premiers matchs. Ouais, mais il y a mon gars Chris Van Hall. Ouais, et ils vont gagner facile après le match 3 là-bas avec un bon Scott Burrell à noter. Oui, 23 points. Tout le monde est content pour lui. C'est son épisode, lui, par contre. Hein. C'est son épisode. Hein. Ah ouais. Ensuite, il y a les Hornets. On est revenu sur le match de Armstrong. Armstrong qui met 10 points, qui trash talk un peu gentiment quand même. Hein. Il ne pas non plus à pointer des mecs du dos. Et tout. Il met le panier de la gagne, il serre le point, il regarde un petit peu. Mais bon, apparemment, il en fallait pas plus. Il est fou, on rappelle. Hein. On n'est pas là, il ne met pas des middle fingers à tout le monde. Qu'est-ce qu'il a dans les vestiaires? Non, mais il faudra voir à 0-0 s'il continue à parler. Parce que c'est là Ouais. il a un... Après, c'est genre dans le bus, tu es en mode putain, on a créé un monstre. Ouais. Et Glenn Rice, Là, tu sais. d'ailleurs. Tu sais. Et il y a cette image où il est dans son espèce, j'ai l'impression, de son vestiaire perso, tu sais, le petit bureau derrière là, il regarde la télé, il regarde les news où, Il a la haine. où la meuf dit BJ Armstrong, l'ancien joueur des Bulls, met le tir là. Il a la haine, il regarde comme ça, il a la haine. Ça, c'est juste après le match, en plus. Juste après. Tu sais, ça me fait penser quand tu vas jouer, tu sais, quand tu fais des pick-up games, qu'il y a un mec, tu sais, t'es juste 9 ou 7, tu vois, il y a un mec qui vient faire le nombre, il ne sait pas jouer, il est sur le côté, tu vois, et il met un tir de la gagne contre toi. On a tout, gros, on a tout. Bel hommage à BJ Armstrong. Hein. Et tu lâches des grands. Vas-y, mais même lui, il met des paniers et tout. Tu sais ce que tu penses de nous, Steph, quand on te bat des fois là où ça tombe. Tellement. Une fois. Pas gros. Non, moi, je t'ai déjà battu une autre fois. Hein. C'est vrai. Vous étiez ensemble, d'ailleurs. Oui. Ensemble. On avait été Attends. Il devait y avoir un troisième larron avec nous qui a niqué l'équipe. Bah, voilà, tu vois, t'as vu, ça commence à sortir les excuses. Moi, je vois, victoire, défaite. Tu sais qui c'était, hein? Nico, t'as dit quoi? Tu m'as battu, quoi? Oui, je suis déjà battu, toi. Ah, tu étais avec Nancy, gros. Vous avez une équipe de mutants. Moi, j'étais à Nanterre, petite équipe qui venait de monter. Excuse-nous. Gros. Et alors, t'étais champion l'année d'après ou pas? Ouais, d'accord. Gros, vous étiez une équipe d'Euroleague. Je me rappelle, Nancy qui débarque à Palais des Sports Maurice Thorez avec Nicolas Batum. Gros, deuxième action, allez-hoop du milieu de terrain. Je dis, la première action, c'est l'entre-deux. La soirée va être longue. La soirée va être longue. C'est à l'entre-deux, là, allez-oop. Donc, Steph, tu es en train de nous dire que tu acceptes plus la défaite contre Nicolas Batum que contre Thomas Erwan? Ça, c'est sûr. J'ai pas mis le coup de pied dans le ballon quand j'ai perdu contre Nancy de Nicolas Batum. La vie de ma mère, on va retourner à la Oussato. D'ailleurs, on embrasse Gilles. Il a eu il a un petit carton de trottinette, alors rien de grave, mais c'est quand même pété les bras et tout. Donc, force à toi, mon Gilou. On t'embrasse et bon rétablissement. Il s'est massacré en trottinette. C'est vraiment de la merde, ces trottinettes. Hein. C'est de la merde. Bravo, Gilles. Donc, par contre, on va se laisser quand même 3 mois de remise en forme avant d'aller refaire un match contre Steph. Mais moi, je suis pas si mal en forme que ça. J'ai fait 2 mois sans jouer au basket. Ok, m'amène, ok. Mais toi, je sais que tu n'as pas fait un footing ou un lever de genou. Donc, Pardon, je vais courir tous les matins. Peut-être qu'il a fait des levées de genoux, mais c'était pas sur une session de sport. Oh non. Tu peux pas, gros, mais tu peux pas. Envoie ton CV au journal du Hard. Comment ça Feu Juste pour finir, parce que quand même, ça se termine et ils ont bien terminé cet épisode 8 avec Reggie Miller qui dit on a envie d'envoyer Michael Jordan à la retraite. Alors, je vous spoil, il ne le fera pas, mais cette série-là, elle est quand même épique et j'espère qu'on verra plein d'insights parce que ça s'embrouille dur, souvenez-vous, des mains dans la figure, tout ça et tout. Hein. Bah ouais. De toute façon, qu'est-ce qu'il nous reste en vrai? Il nous reste la saison 97. Ouais. Il nous reste le flu game, tout ça et tout, à 90. Voilà, exactement. Et ça, ils vont en faire des tonnes. Et puis, il reste la fin de cette série. On va arriver vite sur la finale. Donc, il y a 2 épisodes pour clore. Je ne sais pas trop d'ailleurs vers où ils vont aller. Voilà. J'ai beaucoup aimé Reggie Miller. Il a fait 2 interventions là. La classe, parle bien, élégant, intelligent. Il régale Reggie Miller. Il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pas Luis Fernandez. Hein. C'est qu'ils n'ont pas compris jusqu'à la fin. Pardon les gars. Nico, pas dit. Louis, si tu le regardes, on passe à toi. Si tu nous regardes, si tu nous écoutes, si tu nous lis. Chacun ses qualités, gros. Donc, Nico, tu sais pas où ils ont voulu aller. Là, disait qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'à chaque fois, ils ouvrent leur gueule. Mais oui, c'est clair. Mais là, quoi. Tais-toi. C'est clair. Ah, mais est-ce que tu peux reprocher à des mecs de la jouer comme ça? Tu es obligé T'es obligé. Surtout au bout de 5 titres, tu peux peut-être changer de la ferme.
Tu te tais qu'à chaque fois que quelqu'un ouvre sa gueule, il ramasse derrière. Même quand un gars dit rien, il ramasse derrière. Derrière, il fait Les en gars, sorte que tu as peut-être dit Les quelque gars, chose. remettons dans le contexte, on vient de le dire il y a 10 minutes. C'est tendu dans l'équipe avec Derrick Rose qui espère que l'équipe va exploser et tout. Les mecs ils disent c'est peut-être là on a un coup à jouer. C'est d'ailleurs ce que dit Reggie Miller. C'est peut-être cette année ou jamais. Bon, ça sera jamais. Mais bon. Donc, en fait, Après, il faut battre Jordan et après partir au vestiaire. Hein Indiana, c'était 7 matchs, ils étaient devant à 3 minutes de la fin. Donc, Ouais. ils n'étaient pas très très loin de le faire. Ça se Miami passe l'année d'avant aussi. Hein. Miami l'année d'avant, c'est en 7 matchs en finale de conf. D'accord, en 80. 17, ouais. En 17 à vérifier. ouais, faut À checker. vérifier. Je vais vous dire ça tout de suite. Vas-y. Aussi, il y a un truc qu'on Miami, ouais, t'as presque raison. 4-0. 4-1, t'as presque raison. Ils auraient dû mettre Gary Payton en défense sur Jordan. Par contre, je sais pas si vous avez vu cette image, je suis même revenu en arrière. Quand ils battent Miami, il y a une image bref de Miami, ils battent Miami, et il y a Jojo en haut de l'écran qui veut taper dans la main un joueur de Miami, et le mec, vous l'avez pas vu? Non. Vous allez retournez voir vers la 33e ou la 34e minute. Il y a Jojo qui veut taper dans la main, ça fait 4-1, fin de série. Et, il lui met un énorme vent, le gars de Miami, et il se barre. J'ai trouvé ça un peu marrant. Bon, ça arrive. Bon, bah, très bien. Ouais. Tu l'as jamais fait, toi, Erwan? Oh, moi, je serre toujours la main. Hein, Vector, on a fait un peu le tour de tout ça, mais il y a un truc qu'on a oublié. On en a parlé sur la première prise de parole de Nico. Mais dans le moment où Jordan n'est pas là, il faut revenir absolument sur la série face aux Knicks et cette affaire Pippen-Tony Kukoc. Parce que c'est la première fois où ils disent enfin Kukoc, c'est un vrai gars. On doit mettre 3 buzzer beaters de ouf, mon gars. Il a un dernier système. Et ton Scottie Pippen décide de ne pas rentrer sur le terrain. Ouais, je peux comprendre le seum, quoi. Ça se comprend. Ok, Kukoc, qui est rookie. Ok, il a fait ce qu'il a fait en Europe. Je suis d'accord. Mais en NBA, ils s'en foutent de ça, ce que tu as fait. Tu as beau être 3 fois le champion d'Euroleague, ils s'en rien à foutre. Surtout à l'époque. Tu arrives, il est rookie. Tu as Pippen, qui est 3e au MVP cette année-là, qui domine toutes les catégories statistiques de l'équipe, qui a enfin les clés. Non, tu ne prends pas le dernier tir. Il le met à la remise. En fait, il le met à la remise en jeu. Tu fais la passe. Ouais, parce qu'il a une bonne qualité de passe, Et qu'il est grand. Et comme ça, on n'est pas gêné. D'accord, mais bon. Non, le seum, il est normal. Le seum, il est compréhensible. Attends, pour prendre un tir comme ça, sur le système comme ça, je préfère que le ballon soit dans les mains de Tony Kukoc que dans les mains de Pippen. C'est logique, en fait. Non, dites-moi si je suis fou. Non, je suis d'accord. Surtout que Kukoc l'a fait 3 fois. Il remonte les tirs qu'il a mis cette saison pour la gagne. Ce système avec la passe lobée, là. C'est un système compliqué parce que tu la prends et tu te retournes et tu shootes. Et je pense que Tony Kukoc, sur ce tir-là, uniquement sur ce tir-là, pour moi, est au-dessus de Scottie Pippen sur ce genre de catch and shoot pour reprendre les appuis et sur un jumper à 6 mètres. Après, Scottie Pippen. Et en plus, le fait qu'il soit gaucher, partout, mais... oui. vu l'angle, le fait qu'il soit gaucher, tout va dans le sens de Phil Jackson. Après les temps morts fin de match comme ça, tu choisis le côté. Ah, ok. Tu choisis. Donc, il avait vraiment envie que ça soit Kukoc, quoi. Ouais, grave. mais le seum, on l'aurait tous eu. Oui. Bien sûr. Il y a le seum et non, je ne rentre pas sur le terrain. Enfin, c'est quand même le niveau d'après. On est en play-off, c'est pas un match de saison régulière, on s'en bat les couilles. C'est le moment le plus important de ta saison. Si tu ne marques pas, tu fais une prolongation, tu es peut-être mené 2-0. C'est chaud quand même. Hein, et c'est la seule fois, je pense, où on a vu un petit peu d'ego de la part de Scottie Pippen. L'histoire des contrats quand même. Oui, l'histoire des contrats. C'est le début. Mais quand tu joues 6 ans ou même plus à côté de Jordan, ton ego, tu as tendance à le mettre un petit peu de côté. Là, c'est la première fois où il l'affirmait et il le montrait au monde entier, en fait. De la très mauvaise manière, de la pire des manières. Est-ce que finalement, ce n'est pas un non-événement? Ils ont une vraie discussion à cœur ouvert dans les vestiaires. Pippen, derrière, finalement, il fait une série tout à fait honnête. Il ne perd pas à cause de ça. Il perd parce que les Knicks sont plus forts cette année-là. Il met un face sur patte. Il met un énorme face sur patte. Finalement, c'est vilain. Effectivement, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut quand on veut construire une équipe. Mais est-ce que ce n'est pas un non-événement? Au final, ça n'a pas eu un impact si énorme que ça. Si, un peu quand même, je trouve. Alors, pas sur la totalité mais la réalité, c'est que la saison d'après, elle est cata. C'est ça, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la saison d'après que ça se sent, je pense. Et que le vrai patron, voilà, on sait qui c'est, qui ce sera et qu'il faut qu'il revienne parce que sinon, c'est la merde. Et là où tu as raison, c'est que la lecture, c'est aussi Pippen, c'est vraiment pas un mal alpha. Tu vois, c'est ça, c'est que dans un très grand moment, s'il y avait eu Jordan, au-delà de ses qualités de basketteur capable de mettre un tir extérieur, tu lui fais la passe. Tu vois, tu lui fais la passe, tu dessines un système pour lui. Pippen, pourtant Phil Jackson le connaît par cœur,
Et ben, sur toute la saison régulière, il a préféré donner la balle à un rookie. Alors, un rookie particulier, mais il y a peut-être une réalité du charisme naturel de Pippen là-dedans. Mhm. Et il y a une image, enfin, quand Kukoc met le tir, je ne sais pas si c'est le montage qui fait ça, tu as l'impression que Phil Jackson, il se Ah bah, retourne, c'est pas il le se montage. retourne- hein. il se retourne Mais vers le banc, gros, il a Non, le c'est pas le seum, et montage. il dit, Il célèbre pas. Hein. Dans le Ouais. vestiaire après. Ah ouais, Attends. et tu as ce bon Bill Bizarre. Cartwright, qui pleure, gros, qui doit lâcher un discours gros, tellement touchant. J'aurais tellement voulu voir écouter ce discours de ce bon vieux Bill. Ouais, qui a Parce que 40 là, piges, Pippen devait qui se c'est le sentir but de la vie. tellement con Ah pour ouais. le pleur. Qui? Pippen, il devait se sentir vraiment très con quand il Ah voit ouais, bah Cartwright ouais. pleurer. Déjà, tu te sens con. En plus, ton teammate, le daron, parce que c'était un daron quand Ah même, oui. Cartwright à l'époque. Ouais, c'est chaud. Et tu vois Phil Jackson qui célèbre pas, c'est vrai, tu as raison. Tu mets un buzzer beater incroyable de playoff, tu reviens un peu dans la série, sinon tu es dans la merde. Personne célèbre, à part Tony Kukoc qui est très content et quelques Lui, joueurs. Mais ouais, lui, Ouais. lui, il était au ciel, gros. Mec, il jette le ballon, gros. Il jette le ballon dans la tribune. Pippen, c'est le mec qui arrive en retard à une soirée où il y a une bonne ambiance, qui arrive défoncé, qui vomit sur la meuf qui a invité tout le monde et qui nique la soirée. Tu vois. À minuit et demi, hein. Qui fait tomber la baffe et qui explose. Plus d'ambiance, plus de musique. Ah, Tony m'a régalé. En tout cas, sa filoche, elle est énorme. Hein. Il met une Ah ouais. vraie filoche, gros. Il n'y a pas de tchouk. Hein. Et le mec, elle est rentrée direct. C'est un bon zoom sur Pete Kukoc encore quand même, parce qu'on l'a pas vu pendant 5 épisodes. Et là, ça fait 2 fois de suite où ils ont fait un vrai zoom sur lui. Mais il mérite. Est-ce qu'ils se parlent maintenant, Pippen et Kukoc? Je serais curieux de savoir un petit peu la relation qu'ils ont pu avoir par la suite après. Moi, pas, je ouais. pense que Je sais pas. ils ont pas titres ensemble quand même. Hein. Est-ce que ces mecs-là, maintenant, parce que souvent on dit que des titres, gros, ça te lie pour la vie, gros, rien du tout, frère. Là, ils en ont gagné 3, et puis après, ils en ont gagné 3. Est-ce qu'ils s'appellent? Enfin, je veux dire, est-ce qu'ils s'appellent est-ce que Kukoc- J'ai lu un est-ce que, article. est-ce que Pippen Jordan, ils s'appellent une fois par semaine? Ça va, mon gars? Non, pas une fois par semaine. J'ai lu un article hier soir, justement, et on ne l'a pas vu. Mais apparemment, c'est Luc Longley, il est en contact avec personne. Ah, pas Il de est réseau. dans sa Pas de pension réseau. Pas de australienne. réseau. Après, pas de contact. Après, il est assistant avec l'équipe d'Australie, donc il doit recroiser des joueurs NBA et tout ça, Luc, non? Ouais, mais bon, il n'est pas en contact avec aucun des mecs, apparemment, il a les gagné. Jordan, machin. Je crois que c'est avec Steve Kerr, mais parce qu'il n'est pas interviewé, justement. Il a refusé de le faire. Ah, parce que moi, j'avais lu que Il a dit en Australie, ils avaient pas le budget d'aller en Australie. Oui, voilà, j'avais lu ça. Mais Longley a fait non, je ne vais pas le faire. Ok. Ok, Luc. Parce qu'il n'est pas en bon terme avec Jordan. Bah, apparemment, c'est ce que j'ai lu hier. Après, je ne sais pas si c'est vrai. C'est sa voix contre la leur. On voit un texto là en live à Jojo. On va peut-être répondre. Je retrouve le truc. De toute façon, les 3 personnes qui manquent le plus, c'est Luc Longley, Jerry Krause et l'ex-femme de Michael Jordan. J'aurais adoré avoir son témoignage sur la vie de femme de Michael Jordan dans les années 90. Ça devait être Comment ça s'appelle? totalement incroyable. Juanita, non, c'est pas ça, non? Et les Sa termes, nouvelle femme, ça, Juanita. les termes du. Non, c'est son ex-femme, Il n'y a Ronica. pas les ça, enfants son qui ex, parlent, par contre. Ouais, Oui, d'accord. t'as raison, il n'y a aucun enfant qui parle. Ils font des interviews par rapport à ça. Ils sont pas mal à la télé. Mais ils parlent C'est vrai pas. que. Ils parlent pas dans le documentaire. Mais ils parlent dans les interviews. Parce qu'ils demandent, justement, il y a pas mal d'interviews sur eux. C'est quoi d'avoir grandi en ayant 8-10 ans à l'époque. Oui, en t'appelant Jordan. Typiquement, le titre de 96, où on les voit avec les pancartes, les Jeffrey et les Marcus. Franchement, une petite ITV de Jordan, enfin des fils Jordan à ce moment-là, tu vois, c'était bien, quoi. J'aurais kiffé. Tu vois, d'avoir la vision du fils par rapport à tous les autres enfants. Peut-être à la Parce fin, on qu'ils font verra. pas mal d'interviews à la télé en ce moment. Donc peut-être dans les derniers épisodes, ils vont apparaître, je pense. D'accord, Parce qu'ils sont tous dans l'univers Jordan Brand. Ils bossent tous là-dedans. Donc, tu m'étonnes. Comme la famille Zidane, hein, ils sont tous Mais- nébuleuse. L'aîné, il bosse à Nike. Enfin, il s'occupe au Jordan Nike à Portland. Le deuxième tient le gros magasin Trofeo Orlando Disney. Et Jasmine, la fille, elle bosse chez nous, à Hornets. Elle bosse chez nous, elle gère tout le Jordan Brand Community, Hornets et tout ce qui est côte Est. Et le fils. Ils taffent déjà. Hein. Ouais. Mais Jeffrey Jordan, là, il a essayé de jouer au basket. Il n'avait pas des énormes Google Marcus, comme Horace Grant. Marcus. Ah, c'est Marcus. Marcus. Ils jouent à Miami, Florida State. Florida State, un truc comme ça. Il était gaucher, deuxième arrière. À un moment, j'ai regardé tous ses matchs quand il était à fac. Compliqué. Je peux vous le gros. dire, il était moins fort que son père. Ah, ouais. Mais il était meilleur que le fils Cruyff. Jordi Cruyff. Jordi Cruyff. Oh là là. Bon voilà, je pense qu'on a fait un bon tour de tout ça. Franchement, On a mis des tacles bien gratuits sur la fin. oui. Deux pieds décollés. Bon, il n'y a rien de méchant, on s'amuse. Non, surtout pour Louis.
On se retrouve deux pieds décollés, ça le connaît. On n'a pas de quiz? Il n'y a pas de quiz? Ah si, bah alors du coup, j'ai des petits coups si vous voulez. Ah, je savais bien, c'est pour ça. Parce que il me semblait avoir compris Alors, que tu avais deux, trois trucs. C'est pas le quiz de l'année, mais tout à l'heure, ça m'a inspiré justement les numéros 88 dans l'histoire de la NBA. On va pas faire une énumération, je vais vous faire… Non, mais je te vois, Erwan, t'inquiète pas. Ils sont, dont Nico, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont Antoine Walker, parce que tu l'as trouvé tout à l'heure. Je ne vais pas vous faire une énumération, c'est impossible de faire. En revanche, je vous fais des petits qui suis-je. Ah, voilà. Donc, ça fait 1, quoi, des 2, qui suis-je 3, 4, 5 jours à trouver. C'est quoi, Parfait. des kiff sur des mecs qui ont porté le numéro 88? Bah, ils sont 7 dans l'histoire de la NBA à avoir porté le numéro 88, dont Nico, dont Antoine Walker. Il y a 5 autres mecs à trouver. Pour chacun des mecs, je vous fais un petit quiz rapide sur les années, les machins, où est-ce qu'ils sont passés. C'est que Ça des va, mecs. Steph, ou on t'envoie un mail avec les règles? Ouais, Ah, c'est bon, j'ai compris. compris. Je vais Mais commencer. attends, c'est des joueurs qu'on connaît. Oui, Oh, moi j'en connais sinon, deux. ça n'a aucun. Ah, Bah, en fait, dis-toi, c'est déjà récent parce que Walker était le premier, j'étais le deuxième. Ah, d'accord. voilà, oui. Ah, bah, alors, il n'y a que des mecs que vous connaissez. Donc depuis, c'est que maintenant, c'est que des mecs après moi. Donc c'est-à-dire, il y a moins de 10 ans. absolument. Moi, j'en connais un déjà. J'en ai un déjà. Moi j'en ai un aussi. J'en Qui ai joue en un ce avec moment, Je crois que j'en ai aussi. qui joue Ah, depuis, peur. pas très longtemps en NBA. J'en ai un Bah, alors, dis-le, parce que sinon, ça n'a aucun sens. que j'ai commenté. Ah, c'est Goga Bitadze, non? Il a pas Tout à fait, 88. bravo. Bah, j'avais commencé par lui. D'accord. Il a Indiana cette saison, il est rookie. Donc, Bitadze, au moins, on l'enlève, c'était pas un des plus marrants. Alors, un autre. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a des Européens là-dedans. Donc, c'est pour toi. Ah, il y a Belicha, ouais. Oh, bah voilà, Ah, voilà, très bien, bah, voilà, très bien. Donc, Belicha, c'est bon. On enchaîne. On enchaîne avec un autre joueur. Vas-y. Attention. Je suis un joueur de NBA qui a 30 ans, toujours en NBA. 30 ans. Toujours NBA. Je passe par un gros programme de NCAA, mais je vous en dirai pas plus, puisque sinon vous allez trouver trop vite, surtout Erwan. Je suis drafté en 2011, 13e choix de la draft. Je suis drafté par les Suns. J'y resterai 4 ans. J'y ferai d'ailleurs ma meilleure saison en carrière. 15 points, 6 rebonds. 15 points, 6 rebonds pour cette… En quelle année? 2011. En 2014-2015. Il est drafté en 2011. Ma meilleure saison en carrière donc en 2014-2015. Ensuite, je pars du côté de Washington. J'y resterai 3 ans. Je jouerai avec John Wall. Je jouerai avec Bradley Beal. Ah, c'est un jumeau. C'est un des jumeaux, tout à fait. Maurice. Lequel? Il a 88 aux Lakers, c'est vrai. Tout à fait. Il a le 88. Markif Morris a le 88 aux Lakers et avait aussi à Détroit. Markif Morris. Autre joueur, allons dessus. Je suis un joueur qui a joué très peu en NBA. Les Yenga. Bon, et Yenga, tu l'as, bravo. Christophe Yenga qui a joué une saison aux Lakers. T'as pas Lenus Kleiza? Non. Et Yenga. Et donc le dernier, très connu. Ah. Ma carrière NBA commence en 2012. Je jouerai 2 ans à Minnesota. Je jouerai aussi à Philadelphie, à Houston et à New York. D'Alembert? Non. Non. Minnesota, ma première saison, je tournerai à 8,6 Je suis points. drafté. Pekovic. Je suis drafté par Minnesota. Je suis drafté par… Je vais te dire ça. Je suis drafté… Je vois… Ah, Shved. Ah, Oh, peut-être de manière, elle a triché. Je suis le Non, joueur le plus payé parce que d'Europe. j'étais vénère, parce que c'est que des 88 qui ont pris 88. Du Belicha, c'est un 88, Shved, c'est un 88 et moi, je suis 88. À part si tu viens d'une région qui est, enfin, d'un département qui est 88, c'est impossible de porter ce numéro si tu n'es pas Non, né c'est 89, génération. 88. Et Yanga, il est 88. Et Yanga, il est 88. I don't know, bro. Je vais te dire ça tout de suite. Putain, tu les as eu Bien vite. de la merde, ton quiz. Hein. Bah ouais, désolé. Il est trop fort aussi. Non, c'était très bien. C'est juste que je suis très mauvais perdant, comme Michael Jordan. Il y a un qui suis-je, moi, si vous voulez, après. Ah bah vas-y. Allez, vas-y. Et Yanga, il est né effectivement en 1988. 89. Il joue en Italie, je crois. En ce Ouais. moment. Bel athlète. Alors, Oui. c'est un joueur étranger, c'est pas un Américain, qui a commencé à jouer en pro à 16 ans dans son pays, Ricky Rubio. Il Non. avait 15 ans. qui est parti à jouer aux États-Unis en NCAA en 87, à la fac de New Mexico. Et en même temps, à chaque fin de ses années universitaires, il rentrait au pays pour aider son club à être champion de son pays. Je ne vous dirai pas lequel. Marcellis. Non. Il fait ça en 90-91. Il est 2 fois champion de son pays natal. En même temps, il joue en NCAA. Il faisait les deux. Il est drafté en 91, 7e choix par Minnesota. Il y joue 2 saisons.
il est trade en 93 contre Stacey King aux Chicago Bulls. 93. Il est trade à la off-season, juin 93, contre Stacey King aux Chicago Bulls, où il est resté jusqu'en 98. Rusty Quoi Larue. Un Européen. Pas Rusty Je n'ai Larue. pas dit un Européen, j'ai dit un non-américain. Rusty Larue, c'est pas lui. En 98, il part à Phoenix. Attends, mais on l'a vu dans le doc, là? Oh, il est dedans. C'est Bill Wellington, il est avec la Nouvelle-Zélande. Non. J'invente. Hein. Pete Myers. La Luc Longley. Luc Longley. Ah, bah oui, on est con. Ah ouais, moi je crois que c'était une nouveauté, frère. Mais non. Et du Lucho. coup, il est rentré dans son club pour finir la saison. J'ai vu Lucho. ça hier. Entre nous, quand il finissait le cursus universitaire, il rentrait. Il a aidé son club en 89-90 à être champion Australie. C'est pas Luc Carlos Longley. Arroyo. C'est pas Carlos Arroyo qui faisait des trucs comme ça aussi un peu. Ah, avec Puerto Il Rico. allait jouer dans les championnats de chez lui là, froisser des gonzes. Quand j'ai vu ça, j'ai dit comment tu peux faire ça? Faire la saison, il rentre, il revient et puis il est drafté. On finit par un dernier petit quiz ou pas? Allez, vas-y. J'en ai un que j'avais noté dans mon notebook on the phone. Sometimes, je suis comme un rappeur. Moi, j'écris tout le temps dès que j'ai des Calme-toi, idées. Shuriken. Ok, celui c'est Phil. Dans l'histoire de la NBA, j'aurais préféré que tu me dises Necfeu. Ça aurait plus ressemblé. Brad Pitt aussi tant qu'il est, non? En plus de Michael Jordan, ça va aujourd'hui, hein? Dans l'histoire de la NBA, il y a 11 joueurs à avoir fait dans leur carrière à la fois le slam dunk contest et le concours de tir à 3 points. Pas la même année. Participer, hein. Participer au slam dunk contest et au concours de tir à 3 points. Il y a 11 joueurs. Allons-y, c'est un tour de table. On commence par Nicolas Batum. Damien Lillard. Damien Lillard, lui, Même année. la même année, Même année. 2014. Erwan Abotret. Paul George. Paul George, c'est exact. Thomas Dufent. Michael Jordan. Michael Jordan, c'est exact. Qui a fait le pire score, je crois, sur un concours de tir à 3 points. Nicolas Batum. Zach LaVine. Zach LaVine, c'est une mistake. Oh! Non, il a fait le concours à 3 points cette année. Comment? Ah, c'est vrai. Ah, bah. Ray Allen. Oui, Ray Allen. Ray Allen. Oui, je l'avais. Ray Allen, qui a fait 6 fois le concours à 3 points, qu'il l'a gagné en 2000, il a fait le concours de dunk. Thomas Dufent. Ça devient plus difficile, là. Ouais. Il y en a un qui est dans le documentaire. On en parle dans les épisodes d'hier ou d'aujourd'hui. Mhm. Qui a battu Michael Jordan. Shaquille O'Neal. Non, je sais pas. T'es éliminé. Nico. Ah si, je sais qui c'est. Bon, tant pis, je dis rien. Tant Rick pis. Barry. Qui? Rick Barry. Rick Barry. Non, Brent Barry. Brent Barry. Brent Barry, je veux dire Brent Barry. Brent Barry, c'est bon. Brent Barry, le fils, oui. Oui, Il c'est part, bon. en 96 et après avec Seattle à 3 points. Et voilà, Le mec- Brent. Le mec là qui a battu Jordan, parce que je l'ai vu quand même bien juter, mais un Thomas sur Bradley à un moment donné, c'est pas Nick Anderson? Nick Anderson, it's good. Il met un Thomas sur Bradley à un moment donné. Nicolas Batum. On a combien là? Là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il en manque 5. Alors, qui a fait le concours à 3 points et qui a mis le concours de dunk en même temps? 5 seconds. T'as dit, il n'a pas fait, lui. Au hasard, Scottie Pippen. Scottie Pippen. C'est Non. pas ça. C'est pas ça. J'y ai cru. Erwan, est-ce que tu as une dernière bafouille pour gagner? J'ai un doute. Donovan Mitchell, il n'a pas fait. Donovan Oh, si, il a Mitchell. gagné. Bah, il Donovan gagne à Los Mitchell. Angeles quand on y est, Tom. Ouais. Il a fait le concours à 3 points aussi. Il a fait le concours à 3 points? Non? Non. Il n'a jamais fait concours à 3 points, Donovan Mitchell. C'est sûr. Très bien. C'est des récents qui restent ou c'est des anciens? Il y a Michael Cooper Ah, ok. qui a fait les deux. Michael Finlay. Non. Oh, Michael Finlay. Il y a Clyde Drexler qui a fait 5 fois le concours de dunk et une fois le concours à 3 points. Ouais, il s'est fait un kiff. Comme Damien Lillard, il y en a un autre qui a fait les deux la même année. Kenny Smith, en 93, qui fait le concours de dunk et le concours à 3 points. Un joueur qui est cher à Erwan Abotret, Alan Houston, a fait le concours de dunk et concours à 3 points. Et nous avons un dernier garçon qui jouait à l'époque des Cavs, Ron Harper. un blanc, deuxième arrière,
Chambers. Bob Sura. Bob Sura. Sura. Tom Chambers, c'est n'importe quoi. Putain. Putain. Bobby Sura. Bob Bob Sura. Sura. Voilà, les amis. Bravo. Bravo, Steph. C'était très bien, bravo. Je me Ouais, suis mais régalé. Ouais, comme toujours, c'était une belle heure et demie encore, un petit peu plus. On se retrouve vendredi pour une interview de Steph avec Fabrizio Oberto, Tout à fait. Fabrice Oberto est champion olympique avec l'Argentine, champion NBA en 2007 avec les Spurs. avec Un mec qui a beaucoup d'histoires à raconter. Ouais, très bon mec. Et d'ailleurs, il nous raconte une anecdote au tout début de l'interview qui est en rapport avec The Last Dance. Il nous raconte une histoire incroyable qui concerne Jerry Krause. Donc, je vous invite à regarder cette interview très sympa. Les Ça, meilleurs fameux- poseurs d'écran, Roberto. Le fameux meilleur poseur d'écran. Et cette semaine, pour ceux qui aiment le e-sport, on se retrouve mardi soir sur la chaîne Twitch de la First Team 101, mardi soir et mercredi soir. Donc mardi, c'est à 22h et mercredi aussi, c'est à 22h. On va commencer notre tournoi avec les équipes pro en Pro AM. Ça va être très intéressant à suivre. On commentera ça avec Erwan. D'ailleurs, si vous êtes chaud, les gars, vous êtes les bienvenus. On en reparlera juste après. On vous donne rendez-vous sur Twitch, les gars. Parfait. Et nous quatre, on se retrouve mardi prochain pour les 2 derniers épisodes de The Last Dance. J'ai en même temps hâte et en même temps j'ai un petit peu la larme à l'œil. On verra si on fait, pourquoi pas, une grande spéciale. Webedia aura réouvert. On va réfléchir peut-être à quelque chose de spécial pour ces 2 derniers épisodes. Merci les gars, vous avez été encore très bons. On se retrouve mardi prochain. Ciao. Très bien. Ciao, ciao. Au revoir, messieurs.